Les amis, aujourd'hui je me trouve à la ferme de Beauregard, c'est en Belgique, pas très loin de Liège, chez Cécile et Maxime. Ils y font du maraîchage, ils ont aussi un verger de haute tige et je trouvais ça assez intéressant qu'on se trouve en Belgique et qu'on voit un autre modèle agricole que ceux qu'on voit en France parce qu'ils sont confrontés à d'autres problématiques qu'on n'a pas forcément chez nous. Et voilà, je trouvais ça intéressant qu'on puisse se comparer et surtout même s'en inspirer. Donc je vous laisse tout de suite avec eux pour qu'ils puissent vous présenter tout ça. Comment ça va? Super. C'est moyen la saison quand même. Voilà, Moi, je suis dans un déni. Non moi, mais on ouais. voit tout de suite, on l'a senti, dans le groupe il y a deux cerveaux, il y a la spontanéité du moment présent et toi t'es plus trituré. On le voit depuis hier qu'on est arrivé, dès qu'on lui pose une question c'est très complexe la réponse et ce sera comme ça pendant toute la vidéo. Préparez-vous les amis. Bah, moi, j'exécute et elle réfléchit. Ouais. Du coup vu que toi t'exécutes, ça se passe très bien pour toi. Ah ouais, c'est super, les équipes sont top, on y va les gars, parfait. Alors que Cécile, parle-nous de la saison, c'est un peu plus compliqué vu que c'est toi qui réfléchis. Alors aujourd'hui on dirait pas parce qu'il fait juste 28 degrés, mais depuis septembre dernier il pleut. En fait des pluviométries de fou furieux, ce qui fait que les légumes ils ont les racines dans l'eau, des pressions de limaces de fou. On est en extérieur quasiment 2 mois de retard. Mais t'as raison, on va traverser ça, on traverse ça d'ailleurs. Avec Sereinement. avec Faut brio pas réagir. peut-être, sûrement, je sais pas. Oui effectivement la nuit t'as l'air de bien dormir, moi un peu moins. Voilà. Donc heureusement on a fait un super beau printemps. En primeur c'était sous serre, c'était super. Et donc voilà, là on va être vigilant pour la suite. Mais c'est tendu pour tout l'agricole belge. Vous verrez nos collègues ce qu'ils vous racontent, que ce soit en élevage pour faire les foins, sur les grandes cultures pour pouvoir rien que rentrer dans les champs ou mettre les pommes de terre en terre. Tout est en retard et c'est les maladies qui vont pointer le bout de leur nez sur des plantes qui ont du mal. Donc ça, on va être technique et vigilant. Donc là, tu parlais d'eau, donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ici, là, donc particulièrement là, on est proche de Liège. Il y a eu pas mal d'inondations. Donc là, vous voyez déjà, vous, les prémices des catastrophes climatiques. C'est même pas vous les ressentez, vous les vivez déjà en fait ici. Enfin, en tout cas, en début de saison bien pluvieux. Après, bon, on a pensé la ferme quand même pour au niveau des écoulements d'eau pour un peu s'en prémunir ou en tout cas minimiser les impacts. Mais clairement, ici, on n'a jamais vu autant d'eau en aussi peu de temps avec des sols qui sont asphyxiés, c'est gorgé d'eau, des plants de légumes qui stressent tellement il y a d'eau. Et effectivement, on a eu l'occasion de le voir lors des inondations, mais là, c'est particulièrement long comme période, je trouve. Il y a ça, et puis il faut savoir qu'ici, on est sur la commune d'Esneux, on est sur une des communes qui a été le plus touchée par les inondations de 2021, qui ont vraiment frappé l'esprit belge. Le changement climatique est arrivé dans la vie des Wallons il y a eu les sécheresses, mais voilà, les sécheresses étaient un peu éloignées, notamment du citoyen qui n'était pas dans l'agriculture, et là, ça a frappé plein fouet, en fait, des milliers de foyers. Et nous, on est une des communes qui est plus touchée, avec des maisons qui ont été éventrées, des gens qui ont été inondés. Et nous, à titre personnel, toi, ta sœur, elle est en fait aussi dans une commune qui est un peu plus au nord d'ici. Elle est inondée pour la deuxième fois 2021-2024. Ça pose la question de certaines zones, est-ce qu'elles seront habitables? Et nous, au niveau agricole, on a cette chance-là d'avoir eu cette conscience-là et d'avoir dit, on fait les investissements pour pouvoir s'adapter à la fois aux périodes de sécheresse sur la récupération de l'eau, on pourra en discuter, et aussi de travailler, on est en pente. Les gens qui se font inonder, c'est les gens dans les vallées, mais on se rend compte aussi qu'il y a des lames d'eau qui peuvent descendre. Nous, on a la forêt qui nous protège, mais quand même, les eaux de ruissellement, ça peut envahir les cultures, donc d'avoir réfléchi la circulation de l'eau et de s'en prémunir avec des travaux et des investissements. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé que le fait d'être touché dans notre chair, dans nos habitations, ça a aussi fait une réaction dans la région où on a des plans de prévention inondation qui sont en train d'être mis en place. Les gens ne comprennent pas encore qu'il va falloir faire un plan de prévention incendie aussi parce que ça finira par arriver, qu'il faut faire un plan de prévention aussi résilience alimentaire si on a des problèmes de culture qui sont liés. On est en Belgique, on est le cœur de l'Europe et je me suis dit, ça va porter quelque chose où on parle plus de quelque chose de théorique, c'est quelque chose que les gens ont vécu. Il y a eu un élan de solidarité incroyable en 2021 avec des gens qui sont venus de Flandre, des Pays-Bas, de France pour pouvoir aider, éponger des maisons, etc. Et je pense que de l'avoir vécu, ça vous change votre rapport à ça dans les questions au niveau des assurances où il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir assurer tous les dégâts. C'est la caisse publique qui a dû rallonger. Ce que je trouve intéressant, c'est que le changement climatique, c'est plus 2050, c'est plus 2030. Et là, l'épisode qu'on a eu de nouveau fin mai en 2024, avec en fait une cellule qui est restée et qui a tourné en fait sur 2 communes et qui les ont inondées, il y a les épisodes Cévenol dans le sud de la France. Nous, on a aussi ces choses-là qui vont arriver. Et donc du coup, avant de très bien choisir votre lieu en fonction de toutes ces conditions climatiques et d'y avoir eu le temps d'y réfléchir, combien de temps vous êtes installé? 3 ans il me semble. Depuis 2019. 2019. C'est la 4e saison.
Et alors toi, on le sent, tu es belge, Cécile feint de l'être aussi, mais elle s'est juste très bien intégrée. Donc racontez-nous un petit peu vos parcours à l'un et à l'autre. J'espère que ça sent pas trop. J'espère que ça s'entend plus. Bah, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas dit le temps. Pardon, autant pour moi. J'ai juste dit le sang. Après, je sais, il fait chaud, je comprends. Je me suis dit, Pourtant, mais t'es enrhumé. graisse de cheval ou pas graisse de cheval là? Bon, voilà, oui, je ne vois pas de chevaux, a priori c'est toi. Donc, ouais, mon parcours, oui, moi je suis originaire de Liège, j'ai toujours vécu à Liège, je pars rarement de Liège. Toute ma famille est à Liège ou pas trop loin. Donc, vraiment, c'est Un pur produit. pur produit liégeois. J'ai fait des études d'agronomie à l'Arrêt, près de Spa, près de l'eau que t'adores. Non, n'en dis pas plus, n'en dis pas plus, n'en dis pas plus, c'est pas sponsorisé. Attention. Issu du monde agricole ou pas du tout à la base? Pas du tout. Je D'accord. suis un imaculteur, comme on dit. Nimaculteur, donc tu te lances dans l'agronomie. Voilà, en tout cas, c'était un domaine qui m'intéressait. Après, plutôt environnement. À la base, c'était plutôt s'occuper d'une réserve naturelle, des cours d'eau, m'occuper des petits castors, aider à construire des barrages. Voilà. Paraît-il qu'ils reviennent en Europe. fait, en C'est Belgique, juste. ouais. Donc, c'était plutôt voilà, un peu ce domaine-là, biodiversité. Pour ça, j'ai fait des études d'agronomie à l'Arrêt, le petit village à côté de Spa. Et il s'avère que pendant ma deuxième année, j'ai découvert qu'il y avait une ferme de ce côté-là, dont il y avait un maraîcher qui pratiquait un modèle d'agriculture qui me plaisait bien. Je lui ai demandé de suivre, et donc j'ai fait une saison avec lui. En arrêtant tes études du coup? Ah oui, non, pardon. Oui, à ma deuxième année, j'ai fait ça en bénévolat. Donc j'y allais de temps en temps pour découvrir un petit peu le milieu. Et alors, à la fin de mes études, j'ai demandé pour terminer la saison avec lui. Et ensuite, c'est Cécile qui est justement venue remplacer de la nouvelle maraîchère. Et j'ai continué à apprendre avec elle. Toujours sur cette ferme-là. Toujours sur cette ferme-là. Mais parallèlement à ça, alors, on développait ici le projet de la ferme de Beauregard avec certains fondateurs qu'on commençait déjà à réfléchir au projet, à ça. Avant même de t'être lancé à ton propre compte, tu réfléchissais déjà à un projet global? Oui, parce que le projet global ici, il a mené 2-3 ans de bénévolat à chercher des infos. C'est tellement large comme projet, il faut tant avoir des infos sur les permis d'urbanisme, il faut se renseigner sur les modèles de serre, les modèles d'irrigation, les fournisseurs de Trouver le terrain. trouver le terrain, voilà. Donc il y a tellement de choses, comme ça touche à beaucoup de métiers, il y a beaucoup de choses que, en partant du principe que je connaissais pas grand-chose, il a fallu développer toutes ces connaissances, ça a demandé beaucoup de temps. Et donc en parallèle d'apprendre sur le métier sur le terrain, j'acquérais des connaissances sur le côté, quoi. Ce que tu es en train de me dire là, c'est qu'en fait, quand tu as terminé tes études, au lieu de faire les castors, tu savais déjà que tu allais monter un monde agricole en fait. C'est ça. Ah oui, parce que là, il n'y a même pas eu de switch. Tu m'as pas dit à un moment, j'ai eu ma révélation. C'est ça. C'était évident en fait. Ouais. À quel moment? C'est un des rares, je trouve. Toi, t'as fait direct après tes études, quoi. Pendant les études, en touchait au métier, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui me plaisait énormément à faire du maraîchage en fait. C'était ça dans lequel je voulais me lancer. Après, par la force des choses, il faut dire que ça s'est bien mis aussi dans le temps. Un de mes amis de mon frère qui tient le magasin pas très loin chez qui on vend principalement, lui il voulait développer un maraîchage qui produise pour son magasin. Et comme il me connaissait, il savait que j'étais intéressé de faire du maraîchage, donc j'ai su me projeter dans le projet plus facilement. Et donc là, avant d'aller plus loin dans le projet, on va faire une petite pause, Cécile, car elle aussi a un parcours assez atypique. Bas les masques, Cécile. D'où viens-tu? Dis-nous tout. Moi, j'ai grandi dans la capitale de la France. Genre des barres en béton du 13e arrondissement de Paris, le quartier des Olympiades, là, les grandes tours et tout ça. Beaucoup de verdure. Beaucoup de verdure. Une très belle vue sur Bercy. Le seul petit bémol, c'est que j'ai 2 parents agronomes qui, eux, ont fait l'agronomie dans les années 80-90. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir fait un diplôme d'agronomie, tu allais dans les cosmétiques et dans la pharmaceutique. Mon père est issu d'une ferme céréalière de Picardie où on retournait tous les week-ends. Et moi, le sujet qui m'a passionnée quand j'étais ado, c'était la production de l'eau potable. Je me suis vraiment focalisée là-dessus. À 15-16 ans, j'avais ce truc de c'est le sujet. Ça m'a menée dans des études pluridisciplinaires. J'ai eu vraiment cette chance de pouvoir faire des études longues avec un double cursus qui a été créé par un gars génial, un sociologue des sciences qui s'appelle Bruno Latour, qui a créé un double diplôme entre Sciences Po Paris et la faculté de sciences, donc à la fois Jussieu, le Muséum d'histoire naturelle et AgroParisTech. Et donc ça s'appelait Sciences et sciences politiques de l'environnement. Et l'idée, c'est de former des gens qui à la fois ont ces bases d'ouverture sur le monde, que ce soit la propriété intellectuelle, de la bioéthique, etc. Et en même temps, qui savent lire un papier scientifique, un matériel et méthode et de savoir faire la part des choses. Que vous décidiez d'être scientifique et finalement de ne pas faire des choses en étant juste dans votre tour d'ivoire de scientifique, ou que vous alliez dans le monde en fait décisionnel, mais que en fait il y ait ce lien avec le terrain et la science. Et moi, ce double diplôme, j'ai vraiment orienté. J'ai fait ma 3e année aux Pays-Bas parce qu'il y avait cette question de gestion de l'eau. Mon premier poste, je le fais chez Suez Environnement sur le financement des projets innovants autour de ça. Ma marotte, à un moment, ça a été le dessalement de l'eau de mer. J'ai fait mes projets de recherche dessus et tout. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'eau potable qui était le plus intéressant, mais surtout les eaux usées. Il y avait certes l'eau potable, mais c'est que 2% de nos usages.
Donc finalement, c'est relativement peu. Mais c'est surtout comment on traite ces eaux usées. Et finalement, il y a beaucoup de choses autour du cycle de l'azote, du carbone, avec comment est-ce qu'on dégrade ça, les systèmes bactériens, aérobie, anaérobie dans les stations d'épuration. Un côté très opérationnel que je retrouverai dans l'agriculture plus tard. Et voilà, j'ai fait d'abord ce métier-là. J'ai fait un tout petit crochet assez rapide par le monde de la Startup Nation, où j'ai fait du financement de start-up dans un accélérateur de start-up à Paris. Je me suis un peu perdue. J'ai aussi vu que... Attends, juste, je te coupe 2 secondes, parce que Bruno Latour, il écrit des super bouquins. T'en as quelques-uns à conseiller? Où atterrir, il est relativement court parce que ça permet lu. de pouvoir aller là-dessus. C'est de la sociologie des sciences, donc il faut rentrer dedans. Nous n'avons jamais été modernes, c'est super. Mais voilà, où atterrir, je trouve que par rapport à nos problèmes environnementaux et à la fois de prendre en compte les non-humains et l'ensemble du vivant, et la politique aussi. Ouais, tout à fait. Enfin bref. Startup Nation. Startup Nation. Qu'est-ce que tu allais foutre là-bas? Tu vois, une opportunité, puis la séduction de ce truc de dire il y a des problèmes à résoudre, c'est une manière, c'est de lever du capital, faire de la croissance, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que le problème des startups, si tu veux faire de la croissance forte, en fait, tu résous des problèmes qui n'en sont pas. Et c'était vraiment ça, c'était les problèmes de riches. Comme je dis toujours, c'est la startup, elle était censée remplacer ta mère. C'est-à-dire, en fait, t'emmener à tes activités, c'est Uber, te faire à manger, c'est Deliveroo. Enfin, vraiment ce côté de problème de gamin. Et je me suis rendu compte que, alors qu'il y avait ce complexe d'infériorité des grosses boîtes type Suez par rapport aux startups en disant il faut qu'on ait la méthode agile et tout, c'était beaucoup plus complexe les problèmes que Suez essayait de résoudre que ces startups-là. Donc, tu m'as perdu sur la méthode agile. En fait, quand tu veux développer avec du code, etc., c'est des manières de pouvoir mener des projets. Tu as eu le Kanban, le Lean, ce genre de choses qui étaient des méthodologies. Okay. Et la méthode agile en est une. Donc voilà, petit détour là-dedans. Et puis, j'ai été, comme beaucoup de Parisiens, happée dans le fait de vouloir partir. Et surtout pour des questions financières, le fait de se dire si ton appart, ça te coûte un SMIC, ça va être compliqué de pouvoir construire une vie. Donc je partais sur Bordeaux et je travaillais 4 jours sur Paris. J'ai essayé d'organiser ma semaine sur 4 jours à l'époque. Et en fait, pendant la journée qui me restait, il se trouve que j'ai trouvé une association sur Bordeaux qui faisait du maraîchage. Terre d'Adèle, une belle association parce que intégrée à la fois avec les aides-soignants pour pouvoir avoir du maraîchage accessible. On allait aussi récupérer des invendus dans des magasins pour pouvoir faire des paniers anti-gaspi à 1 €. On faisait du lombricompost avec des déchets d'école, etc. J'aurais pu très bien arriver chez un maraîcher classique, mécanisé et qui avait déjà cette question du respect du sol, de la matière organique, des planches permanentes. Et voilà, je suis rentrée dedans. Et puis avec des événements personnels, je pensais partir de chez moi pour 1 mois de woofing et en fait je suis jamais rentrée. Et j'ai fait des saisons, j'ai fait du bénévolat, je me suis formée avec une super association d'Île-de-France qui s'appelle le Champ des Possibles, qui ont des espaces tests et qui font une formation qui s'appelle Paysans Demain, qui te permet d'aller dans 4 fermes différentes pendant 15 jours en plein cœur de la saison. Et tout de suite ça te calme. Si tu fantasmes des choses, là tu sais qu'il y a la réalité du métier. J'ai appris avec un super gars qui s'appelle Laurent Marbeau, qui est maintenant à la ferme de l'Envol dans l'Essonne. Ça m'a impressionné. C'était un gars qui était déjà à 18 ans de maraîchage presque à l'époque. Il se payait 1800 balles net par mois. Voilà, il y a 7 ans, c'était quand même en maraîchage, c'était balèze. Même encore aujourd'hui. Ouais, ça l'est encore. C'est quand même un salaire que beaucoup de maraîchers, de maraîchères envient. 1800 net par mois, j'en connais pas beaucoup. Et ce que j'aimais bien, c'est que par rapport au fantasme et de l'agroécologie il faut faire un petit truc, etc. C'était un mec qui était ultra mécanisé. C'était un chantre du bio. Il était dans toutes les associations de la Confédération paysanne, du réseau des AMAP d'Île-de-France, etc. Donc en plus, il avait du temps pour le collectif. Je me souviens, il était avec sa petite oreillette Bluetooth, en train de faire ses réunions, en train de biner. On était en train de biner les. Ça, je sens que c'est ce qui m'attend, ça. D'être à la ferme et de continuer à faire mes rendez-vous avec les clients. Nous c'est ce qui est génial à la ferme, c'est qu'en fait, tu travailles et tu peux faire un autre truc. Et nous, c'est les podcasts. Le podcast, c'est notre vie. Moi aussi, quand je bossais sur les fermes, c'est ce que je faisais. Podcast, et puis tu fais tes trucs, tu désherbes, et tu apprends plein de trucs en même temps. Et du coup, ce qui est fou, c'est que tu peux rester en lien avec le monde alors que tu es sur ta ferme. Donc voilà, ce gars-là, mais techniquement, il était balèze et je me suis dit, ah ouais, en fait, ça m'a tout de suite mis dans le bain de ne pas opposer ce côté, parce que j'ai été faire les quelques formations qu'il y avait au Bec et Loin. Et tu vois, de voir ce côté tout rose, c'est beau, mais c'était beau à crever, effectivement. Je veux dire, tu vois ça, mais tu dis, mais waouh, je veux être là-dedans. Le Bec et Loin fait fantasmer énormément de monde. C'est à la fois un fantasme, mais c'est réellement beau. C'est-à-dire que ça, c'est pas un fantasme, c'est splendide. Et j'étais en même temps dans cette formation et à la fois, j'étais dans ces mecs qui étaient ultra pointus sur le légume, ce qui pouvait parfois manquer au Bec. Et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose encore à faire. En tant que chef de projet, je trouvais que tu pouvais faire le tour assez rapidement de comment en fait tu mènes un projet, tu mènes des équipes, quoique l'humain, je pense que tu en as pour une vie entière. Enfin, je me souviens, Laurent Marbeau était sur une terre, il avait tellement cette chance-là. C'était sablonneux sur le dessus, donc entre guillemets, ça se réchauffait vite. Pour les primeurs, c'était magnifique. Et il avait de l'argile en dessous, donc en plus, il n'avait pas de problème d'irrigation. Enfin, juste une terre splendide. Et lui, il était en AMAP.
Ils faisaient un aller-retour par semaine. Ils vendaient aller entre 75 et 90 paniers, tu vois, sur Paris. Sa commercialisation, elle était réglée en les 3h30 qu'ils faisaient l'aller-retour et le dépôt. Et puis, tu fais 50 km au sud, ça peut être complètement différent. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire pour une vie de pouvoir explorer. Ensuite, tu mets un pied dans le maraîchage, puis en fait, tu te rends compte qu'il y a les arbres, qu'en fait, il y a les poules pondeuses. Et là, t'es mordu, t'es foutu. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle finalement. Mais alors, donc du coup, tu nous dis pas, tu pars 2 ans là-dedans, et puis quoi? Donc, tu te formes sur le tas finalement? C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais une possibilité, c'était le BPREA. Je me suis posé la question parce que les aides à l'installation, etc. La Belgique n'était même pas une option à ce moment-là, désolée. Parce que c'est sous-coté la Belgique. Ça, on est bien d'accord. Moi, je suis un grand fan de la Belgique. Vraiment. Plusieurs opportunités se montent. J'ai mes origines en Picardie. La Picardie, n'est-ce pas un petit peu la Belgique française? Ah, c'est aussi sous-coté, on est d'accord, c'est château. Pour moi, c'est plutôt une carte qui s'ouvre en me disant, j'ai pas forcément de racines, je pourrais arriver n'importe où. Et je suis appelée par la ferme belge où on a fini par se rencontrer, qui cherchait un maraîcher. De fil en aiguille, en fait, il souhaite monter une coopérative, il me demande d'être cofondatrice. Et puis, je rencontre ce monsieur. Et je me rends compte que les vaches sont trop chouettes. En fait, les paysages sont magnifiques dans la région de Spa, les gens sont gentils, il y a un vrai amour de la nature et un art de vivre que, voilà, moi, je me suis dit, la carte de France était ouverte, mais en fait, la province de Liège, c'est super chouette aussi. C'est une possibilité. Je me suis dit, allez, go, ça se tente. Et je suis arrivée ici. Donc, moi, j'ai été chef de culture dans une première ferme 2 ans, dans une autre ferme encore 2 ans. Donc là, ça fait 6 ans. Et puis, voilà, moi, j'ai rejoint un autre projet sur le verger, sur la partie arbre, depuis qu'on a eu notre petit garçon. Mais voilà, je donne toujours des petits coups de main à Maxime, notamment sur la partie technique. Et puis, sur plein d'autres choses que... Mais de pouvoir échanger, je trouve ça super d'avoir ce métier en commun. On est tous les deux passionnés et de pouvoir aussi, voilà, il y a d'autres choses où, sur des petits projets, de pouvoir aider la ferme et la coopérative. Voilà. Donc vous vous rencontrez tous les deux sur la ferme de Haute-Desniers. Toi là-bas tu devais juste être de passage. Toi tu étais là, bon je monte une coopérative en 5 ans, je suis stagiaire, on va voir ce qui se passe. Vous vous rencontrez, qu'est-ce qui se passe? En combien de temps vous dites allez on monte notre projet? Et surtout du coup, toi tu avais déjà le projet de coopérative et toi tu montes dans ce projet en cours de route. Comment ça se passe exactement? Et donc du coup comment on en arrive au projet ici, au projet annexe? Si j'ai bien compris, il y a 3 projets en un. Là c'est un projet mais qui est greffé à 2 autres. Comment on va s'en sortir de cette question? Surtout comment les gens vont s'en sortir sans avoir des nœuds dans la tête. C'est ça surtout la question. En fait, le projet de coopérative que tu avais, c'est celui qui a abouti. En gros, c'est ton projet. C'est celui-là et celui de 3 autres cofondateurs. Donc la ferme de Beauregard, elle naît en fait surtout de la rencontre de vous 4, d'un magasin qui est en recherche de légumes bio et locaux parce que lui, il est dans la merde parce qu'à chaque fois qu'il rencontre des maraîchers, ils vendent au magasin, puis en fait, ils développent leur clientèle en direct et en fait, il n'a plus de légumes. Donc ça, c'est un grand classique, c'est le côté je m'en sers comme rampe de lancement et ensuite je passe en circuit ultra court. Donc vous êtes en train de monter ce projet-là. Moi, je suis sur d'autres maraîchages, on échange, etc. Mais dès le début, on s'est dit qu'on ne voulait pas avoir nos 2 activités sur la même ferme en tant que couple. Déjà, sinon tu n'en sors pas, on n'aura plus rien à se dire ou voilà. Et puis surtout le travail il est déjà tellement à la maison quand on est en maraîchage. Et puis la deuxième chose, c'était c'est un risque si jamais je sais pas, il y a vraiment une année etc. Peut-être qu'il y a un des maraîchages qui va correctement. Et donc ce qui se passe c'est qu'on arrivait à avoir 2 maraîchages, donc on était 2 chefs de culture dans 2 projets différents. Donc toi tu restais à la ferme là-bas. Ouais, moi je suis restée et toi à la tu ferme. montais ici. Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans ici. On a créé officiellement la coopérative en septembre 2019. Et nous, on a emménagé en juillet 2021. En fait, dans ton parcours, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as beaucoup de gens qui, en fait, le premier truc qu'ils veulent, c'est se lancer, quoi. Et toi, tu as continué à te former, en fait, sur le côté, d'être sûr d'acquérir tes bases techniques, d'avoir vu d'autres modèles. Moi, je t'ai aussi encouragé à l'époque où tu étais en stage à aller voir d'autres fermes que, entre guillemets, ce modèle idéal. Tu as vu des endroits où c'était moins bien désherbé, aussi d'autres fonctionnements pour te dire ce que je veux pas. Tu as vraiment pris ce truc-là et contrairement à beaucoup de gens, tu as commencé par l'extérieur et les serres, elles sont arrivées que, en fait, en 3e saison. Souvent, les gens tapent les serres en premier et ça t'a permis vraiment pendant 2 ans de tâter le terrain, de monter ta commercialisation avec quelque chose qui finalement, l'extérieur, oui, il y a de l'irrigation, etc., mais c'est beaucoup moins pointu que les serres. Moi, je suis admirative de ce côté, doucement, mais lentement, tu as installé des choses parce que construire un projet et produire en même temps, c'est 2 choses qui sont très difficiles et toi, tu as construit le projet avec un peu de production que tu savais écouler au magasin. Une fois que l'outil était lancé, tu as pu partir dans de la production. Et tu as un peu séparé ces 2 phases et sans empressement. Et franchement, je te félicite là-dessus, quoi.
Et juste avant de lancer, donc on en reviendra certainement à l'appel aux coopérateurs pour la création de la coopérative, j'ai travaillé pendant quelques mois au magasin que je livre principalement. Déjà voir un petit peu comment ça se passe au niveau des légumes dans le magasin et rencontrer les clients aussi, quoi. Avoir un peu cet aspect où va aboutir tous les légumes et donc comprendre la commercialisation vraiment de sa base. Ça, effectivement, c'est super intéressant. On en a parlé brièvement hier soir au dîner, qu'effectivement, le maraîchage, c'est pas juste la production, c'est la commercialisation et la production. C'est vrai que c'est super intéressant. C'est rare qu'on entende ça qu'un maraîcher ait travaillé. Combien de temps tu as travaillé dans le magasin? Presque 6 mois. 6 mois à mi-temps. Oui. Ça t'a permis de connaître les habitudes alimentaires des gens, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient pas. La clientèle est complètement différente d'un maraîchage d'un autre. Et donc, moi, effectivement, j'apprenais sur un autre chez un autre maraîcher qui avait développé sa commercialisation en fonction de sa clientèle. Et moi, je devais faire de même. Et donc, c'était une manière d'être vraiment à la rencontre des gens, quoi. Pour faire le lien, donc voilà, tu as la ferme de Beauregard, c'est ce projet-là. Il y a du maraîchage, il y a des poules pondeuses qui vont débarquer à partir de début août. Et en fait, il y a un verger qui a été planté dès 2019 qui fait 1,5 hectare. C'est un verger haute tige. Quand les gens s'imaginent un verger, c'est ça qu'ils s'imaginent. Enfin voilà, c'est les pommiers de votre enfance avec... Attends. Fais une pause parce que je suis pas certain de ça. Faites pause dans la vidéo là. Imaginez votre verger. Mettez dans les commentaires, vous pensez à quoi? Parce que je suis pas certain de ça. Moi, je trouve que souvent, les gens, ils te décrivent, tu vois, ces grands pommiers avec les vaches en dessous, le pommier... En fait, le verger normand, tu vois. Ouais, mais non, moi, je pense pas que les gens pensent à Alors, ça. sauf si tu habites dans le sud-ouest. Sauf si t'es normande, effectivement. C'est ça. Effectivement, si tu habites dans le sud-ouest et que tu as vu les vergers palissés, avec les filets, etc. Ça, maintenant, c'est effectivement presque 80 à 90% du fruit qu'on mange. C'est ce qu'on appelle du verger bastige. C'est des petits sujets qui, du coup, demandent de l'irrigation, demandent de l'engrais et demandent du traitement. Et donc, nous, on est parti sur ce patrimoine wallon qui est celui du verger haute tige, en fait, qui est le pendant en fait, du patrimoine normand là-dessus. Et donc là, il y a 1,5 hectare. Et donc, pour faire le lien, on a été accompagné par Sébastien Pirotte de Sylvagro. Excuse-moi, je te redis que vous avez déjà vu pendant les vlogs du Farm Tour. Et donc ce gars-là, en fait, c'est un des 2 gros planteurs en Wallonie qui replante ces vergers-là et qui veut remettre en valeur ce patrimoine des variétés anciennes et ce mode de culture qui associe l'arbre et l'animal qui permet d'entretenir ce verger. Avec Sébastien, on a monté et un gars qui s'appelle Michael, on a monté une toute petite coopérative autour d'un verger qui fait 3 hectares, qui a une demi-heure d'ici. Mais ce qui se passe, c'est que encore une fois, la commercialisation, c'est le gros sujet. Et en fait, nous, les producteurs en Belgique, vu que c'est un pays qui est assez dense, on est proches les uns des autres. Et on s'est dit que plutôt que chacun fasse son jus de pomme avec sa marque, vienne faire son petit circuit avec sa camionnette pour aller distribuer son jus, son sirop de liège. Son sirop de liège? Son sirop de liège. Alors, c'est ce que vous avez mangé à midi. Ah, le sirop de poire. Ouais, c'est ça. Sauce salée, en fait. C'est ça. Que tu peux faire en salé ou que tu peux mettre sur des tartines. Ah ouais? Sur des tartines, ouais. C'est au petit-déj. Ça ressemble un peu, tu vois, au sirop d'érable ou dans les crêpes. Est-ce que tu t'es levé quand on a petit-déj? Et donc du coup, ce sirop de liège qui est exceptionnel, que vous fabriquez maison. Plutôt que chacun, en fait, tu vois, fasse son truc dans son coin, il y a une coopérative qui s'est créée, qui est une coopérative fêtière, 2 filières, pour recréer cette filière qui s'appelle Renette & Co. Et j'ai été embauchée en tant que gérante cette année. Et l'idée, c'est de rassembler ces producteurs de vergers haute tige. Donc peut-être que la ferme de Beauregard fera partie aussi de cette coopérative. La Pommeraye, notre petite coopérative avec Sébastien Pirotte, en fait partie en tant que producteur. Et ensemble, on a une marque qui est Renette & Co, à la fois pour les jus. Vous avez goûté le jus de pomme coin, on fait différentes variétés de jus, de la compote. Et là, je suis en train de développer une ligne de fruits séchés pour faire de la pomme séchée et de la poire séchée. Il y a aussi tout le fruit frais avec les variétés anciennes à refaire arriver dans les magasins plutôt que les gens mangent juste de la conférence et de la Jeune Gold. Sébastien qui donc avec son équipe plante quand même 3500 arbres fruitiers par an. On a fait une petite interview de lui pendant le Farm Tour, le lien est juste là si vous voulez aller voir la vidéo. Et d'ailleurs, tu dis petit verger de 3 hectares, il y a combien d'arbres fruitiers plantés dessus? On est environ à 100 arbres hectares. Donc on va être autour de 300, sachant que voilà, sur prunier, cerisier, tu peux avoir, en fait, c'est un peu plus rapproché, mais sur pommier, poirier, on essaye d'être à 12 mètres d'écart. Parce que nous, en Belgique, on a quand même des conditions à la fois d'ensoleillement et d'humidité qui sont bien particulières et qui demandent ces questions des espacements, si on ne veut pas traiter. Si on ne veut pas traiter, très important. Et ça, on en reparlera plus tard quand on ira visiter le verger. Est-ce qu'on peut résumer rapidement les 3 projets? Si j'ai bien compris, il y a le projet de la ferme de Beauregard qui vend essentiellement au magasin Bio en Direct dans lequel tu as travaillé. Il y a la production de pommes sur le verger de 3 hectares. Ok, ça c'est une autre entreprise, mais celle-ci est intégrée, peut-être même avec celle de Beauregard, dans la coopérative Renette & Co, qui est une force de frappe pour avoir plusieurs producteurs de pommes. Ok. Ça en a bien. Maintenant, peut-être, c'est vrai qu'on a déjà fait le tour de l'historique, mais il y a une chose qui me semble est importante de discuter avant qu'on aille voir les parcelles ici, dont on n'a pas encore parlé et qui est quand même un sujet important parce qu'il est très différenciant avec la France, c'est l'accès au foncier. Déjà chez nous c'est difficile, mais chez vous ça l'est encore plus. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, tout à l'heure tu as parlé de choisir un terrain. On a
clairement pas choisi le terrain. En fait, c'est un des gros sujets en Belgique, c'est que tu n'as pas le choix du terrain. C'est-à-dire que quand on a un, tu le prends. Un des écueils qu'on a notamment avec les gens qui s'installent en maraîchage, c'est qu'il y a aussi des gens qui s'installent à des endroits qui ne sont pas faits pour du maraîchage. Déjà, il y a un taux d'échec en maraîchage qui est important en France, mais en Belgique, tu rajoutes ça. Là, on a des collègues qui sont allés à moins d'1 kilomètre d'ici. Ils sont dans un creux avec en fait des sources, etc. Là, ils étaient inondés, ils ont dû faire des tranchées au bulldozer parce que sinon, il y avait un torrent d'eau à travers leur serre. Le foncier, en fait, on est une plus petite surface, la Belgique. On reste quand même une population de 11 millions d'habitants avec une des densités les plus fortes d'Europe. Et donc, ce qui se passe, c'est que le foncier agricole, vu qu'il est restreint, et qui dit pas beaucoup, avec la loi du marché, en fait, dit renchérissement. Et donc, on a de la terre agricole qui est chère. Et donc, comme elle l'est, en fait, il y a des logiques de spéculation immobilière. Les gens savent que tu peux investir dans de la pierre, mais il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'agricole. Ça commence à arriver en France aussi. Et donc, on a ça, plus le fait qu'on a aussi une population qui est relativement riche en Belgique et qui a tendance, on les déteste, à avoir des poneys. Mais en fait, tu n'imagines pas la surface agricole qui est occupée pour en fait dénourrir des poneys qui ont été offerts à Noël. Alors, non mais c'est trash ce que je dis. Non, pour l'instant, c'est pas trash. Il y a peut-être pas assez de mesures. Tu n'as insulté personne encore, Cécile, ça va arriver, je sens que ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est pas trash. En fait, la question de l'occupation de cette surface, il y a le grignotage urbain avec des nouvelles activités parce qu'il faut construire des nouveaux gymnases, des nouvelles maisons, etc. qui arrivent la même chose qu'en France, sauf que déjà, la surface est plus limitée. Voilà. Il y a aussi un rêve qui est la maison, ce qu'ils appellent on appelle individuel en France ici, qu'ils appellent la maison 4 façades, c'est-à-dire que tu n'as pas une maison mitoyenne avec donc 3 façades, c'est quand tu es mitoyen une fois, 2 façades, c'est quand tu es mitoyen 2 fois, qui pourtant est le système dense intéressant que les Pays-Bas ont bien compris parce que eux ils n'ont pas beaucoup d'espace depuis très très longtemps et donc du coup en fait ils arrivent à faire ces maisons denses et ce qui font que tu n'as pas obligé de prendre ta bagnole et qu'à vélo ça fonctionne, etc. Donc voilà, spéculation là-dessus et notamment avec des grosses fortunes qui se disent je vais acheter de la terre agricole. Et en parallèle de ça, il y a eu un retournement autour du sujet du bail à ferme qui protège les fermiers, tu vois, pendant ces différentes années et qui te permettent de t'investir parce que pour pouvoir mettre des clôtures, faire attention à ton sol, planter des arbres, planter des haies, parce que ça prend du temps tout ça. Et ce qui se passe, c'est que ces propriétaires fonciers, c'était tellement protecteur pour le fermier que dans l'imaginaire collectif, si tu fais un bail à ferme, tu pourras jamais récupérer ta terre. Pourquoi faire? Je ne sais pas, peut-être pour mettre un poney parce que tu as offert, mais donc vu que tu pourras pas la récupérer, du coup ce qui s'est passé, c'est que les gens ne font plus de baux à ferme. Et il faut aussi voir la décorrélation entre, tu vas acheter une terre entre 40 et 65 000 € l'hectare. Entendez bien ça, hein. On parle de terre agricole entre 40 et 65 000 € l'hectare. 65 000 € l'hectare, sachant qu'en France, chez nous, c'est 6 000 € l'hectare en moyenne. Ouais, c'est ça. Et là, on parle d'une bête prairie. C'est-à-dire que si tu vas sur des terres... déjà cultivées. Ouais, des terres cultivées à pommes de terre, les bonnes terres profondes. En France, on a la Beauce. Nous, l'équivalent, c'est ce qu'on appelle la SB. Bon, la Beauce, aujourd'hui, c'est plus... C'est surcoté. C'est surcoté. Ouais, y a plus rien. Donc voilà, oui, parce que les taux de matière organique. organique, mais c'est la même chose avec la SB, c'était des terres profondes, il y a eu de l'érosion, etc., avec des travaux du sol. En fait, là, tu es à 80 000 € l'hectare sans aucun souci. Donc, en fait, 80 000 € l'hectare d'agricole. Oh, excuse-moi, je te coupe en titre de comparaison. C'est l'investissement moyen des maraîchers français. Donc là, c'est juste un hectare. C'est ça. Sébastien, tout à l'heure, on en parlait. Je lui disais, qu'est-ce que tu ferais avec 1 million? Et en fait, il me disait, j'achète 20 hectares d'un seul tenant. Mais en fait, 25 hectares à 40 000 € l'hectare, c'est 1 million d'euros, en fait. Et tu n'as même pas encore posé une étable, une serre, une clôture, quoi. Tu veux dire. Ouais. Donc, ça veut dire que ton capital, certes, il va prendre de la valeur, mais c'est pas lui qui va te générer des revenus. Et surtout, tu as un écart énorme entre le capital que ça demande et finalement le loyer. Un loyer, en fait, d'un bail à ferme, par hectare, par an, entre 200 et 350 €. Donc, jamais tu rentabilises, finalement. Donc, c'est vraiment un placement pour pouvoir revendre. Et donc, ça n'intéresse personne de le louer. Tu as presque, en fait, perdre 350 € par an, tu t'en fiches tant que tu es tranquille. Donc, pas de baux à ferme. Et donc, en fait, ils font ce qu'on appelle soit des commodas, soit en fait des baux précaires d'1 an ou 2 ans. Mais en fait, quand tu es maraîcher, comment tu veux te projeter dans le fait de pouvoir installer tes serres, améliorer ton sol, installer de l'irrigation, que comme on a quand même des gels, tu as envie d'enterrer à 80 cm, etc., de faire des investissements pour un truc où tu es éjectable sans préavis du jour au lendemain. Et donc, tu as cette incompréhension de deux mondes, du mot qui s'appelle les propriétaires terriens, et qui te disent « j'ai envie d'installer quelqu'un », tu vois. Mais en fait, si tu veux vraiment installer quelqu'un, revends-lui les terres, qu'il soit chez lui, et en fait, qu'il crée son capital naturel et son outil de travail. Parce qu'en fait, si tu veux l'installer, la personne, elle va faire 2-3 ans les armes chez toi, et dès qu'elle pourra trouver un terrain, elle ira chez elle. Donc, voilà, c'est deux mondes qui ont du mal à se comprendre et la grande chance qu'on a ici, c'est que du coup, avec le modèle coopératif, on fera le lien, c'est la coopérative qui est propriétaire des terres. Finalement, c'est un collectif citoyen qui
a pu bloquer son épargne pour pouvoir acheter. Et on était autour de 60 000 euros. Donc il y a 2 hectares et demi. Donc tu regardes l'investissement que c'est d'avoir juste acheté les terres, quoi. Donc là, ce que tu es en train de me dire, de nous dire, c'est que les terres sur lesquelles là, on tourne la vidéo, sur lesquelles tu cultives essentiellement, ne vous appartiennent pas. Ça appartient au collectif. Exactement. Donc comment ça s'est passé? Vous êtes combien dans ce collectif? Combien on est maintenant? À la base, en tout cas, pour On a un pouvoir peu plus de acheter. 300 maintenant. Il y a Ah ouais. 300 coopérateurs. Donc à la base, il y avait 3 fondateurs. On a parlé tout à l'heure, donc il y avait Jérôme du magasin. Je croyais qu'il voulait un maraîchage directement pour son magasin. Il s'avère qu'en parlant de ce projet, son voisin détenait les 2 hectares et demi ici. Donc ensemble, ils se sont dit, on peut créer quelque chose. Moi, je me suis rajouté forcément par mon expérience en maraîchage. Et ensuite, il y a Lucie qui est venue nous rejoindre et Vincent également pour ensemble. Donc on est 4 en tout, hein, ça compte bien. Non, ça fait 5 Ça avec fait cinq. Sébastien qui est du coup l'Herson, qui n'est pas Ouais, qui avait les terres. Enfin bref. On comprend mieux Ouais, c'est pourquoi ça. c'est elle le cerveau. Hein. Ouais. Et donc, c'est ensemble qu'on gère la coopérative depuis le début. En tout cas, sur les aspects financiers, administratifs, lancement, toi, tu as la partie technique maraîchage et eux, ils ont ça. Je suis la partie technique maraîchage quand même. Quand même. Donc à la base, pour revenir au terrain, il y avait un des membres qui détenait ces 2 hectares et demi. La base du projet, on devait faire, il ne voulait pas les revendre nécessairement à la coopérative, il préférait faire un bail amphithéotique de, je sais plus, 100 ans ou 80 ans, enfin à très long terme, pour qu'on puisse être propriétaire sur une longue période. Il y a quand même des grosses questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ce bail? Et donc voilà, il y a eu plusieurs négociations. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Beaucoup de rebondissements. C'est vrai, pour un verger, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à 80 ans, on a un verger aux tiges en pleine production. Est-ce qu'il arrive directement pour le propriétaire? Est-ce qu'il faut raser le verger? Enfin voilà, c'est des questions quand même qui sont tendues. Mais par la force des choses, le temps passant et les négociations passant, le terrain finalement a été vendu à la coopérative qui a pu le racheter et être serein par rapport à ça, quoi. Et comment est-ce qu'on a fait rentrer ces 300 personnes? Donc c'est vrai qu'il y a eu les fondateurs, mais ensuite après il a fallu proposer le projet aux gens des environs. On avait le projet de faire un maraîchage, de diversifier cette ferme aussi avec, comme disaient, les fruits, les poules, d'autres activités d'animation, faire vraiment une ferme diversifiée. On voulait voir si ça allait plaire aussi aux gens. Et donc pour ça on a fait pendant plusieurs mois, 3 mois il me semble, on a fait des soirées de présentation dans les villages aux alentours. On expliquait voilà ce qu'on a envie de faire, si vous voulez nous soutenir, devenez coopérateur et donc prenez une part. Nos parts ont été à 250 €. On a eu plus de 300 adhérents qui se sont dit oui, je vais mettre des parts dans la coopérative. Ça a permis d'avoir un capital de départ pour lancer la ferme. Notre but c'était de créer un projet maraîchage avec des investissements ergonomiques ou en tout cas qui nous semblaient plus justes dès le départ pour avoir une production qui soit effectif dès le départ. Pour m'expliquer un peu plus, c'est que dans pas mal de projets qu'on a pu rencontrer ou voir, des maraîchers qui se lancent seuls, avec pas nécessairement beaucoup de capital derrière, on fait des investissements petit à petit, parce que forcément, il faut le temps de générer un petit peu d'argent. Et donc on achète une serre peut-être d'occasion, mais qui n'est pas top. Et puis après, on chipote un peu avec l'irrigation, parce que voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. Et il y a quelques cas où, après 3 ans, on est fatigué en fait de transporter des arrosoirs et d'avoir le dos pété, et donc on arrête, quoi. On l'a vu dans la thèse de Kevin Morel, qui a fait une thèse sur justement l'installation dans les micro-fermes, et il fait 3 modèles. Il fait le modèle d'investissement vraiment genre palette, récup, c'est-à-dire en fait 0 investissement. Il y a le modèle ultra technologique, serre ultra piloté, limite hydroponie, c'est-à-dire ultra technologique, c'est-à-dire avec un endettement énorme. Et il disait en fait finalement dans les scénarios qu'il a étudiés dans les fermes, celles qui s'en sortent le mieux, c'est quand même un capital important et un investissement qui fait que vous avez un outil de production qui est effectif dès le lancement et où on n'est pas justement à la fois en train de mixer une phase d'installation et une phase de production pendant 4, 5, 6, parfois 7 ans, où en fait vous être entre les deux. Et nous on le voit, hein, depuis là, cette année, tu fais quasiment que du maraîchage, que de la production, et ça change tout par rapport à être en train d'être en place, de piloter la nouvelle installation, d'installer des choses, et tu te concentres là-dessus et tu es bien meilleur. En fait, techniquement, tu arrives à suivre tes cultures, ça t'évite de te louper, et du coup, tu es plus rentable dans chaque geste là-dessus. Donc après, la question, c'est l'accès au capital. Voilà, les banques, elles suivent pas forcément, et là, ce capital citoyen, on voulait pas faire un crowdfunding, on voulait pas que les gens donnent de l'argent, c'était pas ce qu'on souhaitait, on souhaitait qu'ils en fassent partie. En Belgique, on a un incitatif qui est que quand vous avez des coopératives,
coopératives d'une certaine taille et jeunes pour les soutenir. Si jamais en fait vous soutenez une coopérative et que vous mettez 100 €, vous récupérez 45 € en crédit d'impôt. Et donc c'est ce qu'ils appellent le tax shelter. C'est aussi ils ont financé le cinéma aussi beaucoup avec ça comme dispositif incitatif. Et donc voilà, on espère que voilà, si les gens ont pris ce risque-là, que la ferme fonctionne bien et qu'ils récupèrent 100% de leur part, ils auront récupéré 145% avec le crédit d'impôt. Si jamais on se plante et qu'en fait la ferme n'a plus que la moitié de sa valeur, parce qu'on a quand même si jamais on se plantait, on peut revendre du terrain, des serres, etc. Avec les 45%, ils ont peut-être perdu que 5% de la mise de départ. Et nous, ça nous permet d'avoir un remboursement différé dans le temps, de ne pas avoir dès les 4 premières années la corde au cou. On a des emprunts, parce que pour pouvoir payer aussi les terres et certaines choses, on a fait des emprunts à la banque, on en a. Mais là, c'était facile, on avait des collatéraux type terrain, etc. Où la banque a dit je signe, il n'y a pas de problème, parce que si vous vous cassez la gueule, je sais que je revendrai les terres. Mais voilà, là, il y a un différé dans le temps, parce que pour pouvoir bénéficier de ce tax shelter, les gens doivent rester 4 ans dans la coopérative. Donc tu sais que les gens ne vont pas partir après 4 ans. Et là, nous, on a les 4 ans, parce que c'était 2019 la création, et on a, allez, sur les 250 premières personnes qui ont pris des parts, on a 3-4 personnes qui ont commencé à décoller parce que voilà, c'était vraiment un placement financier, mais les autres ont confiance en nous. Là, à l'Assemblée Générale, il y avait du monde, les gens posent des questions et l'implication qu'on a, c'est que c'est aussi leur projet. On bosse aussi avec ce qu'on appelle l'ORECA en Belgique, hôtellerie, restauration, catering, des tables d'hôtes ici à la ferme. Les gens viennent aider, ils sont contents de venir aux journées portes ouvertes. Ils savent que les légumes qu'ils ont dans le magasin, c'est ceux qu'en fait ils ont contribué à aider. Ils ont des nouvelles régulières de la ferme et tu as un vrai engagement de communauté en plus du capital. Donc finalement, tu te rends compte que les gens sont contents d'être là et de soutenir le projet de cette façon-là. Il y en a qui viendront passer du temps pour aider physiquement, et puis tu en as qu'on se dit, en fait, ouais, voilà, j'ai mis 250 €, j'ai mis 500 € et c'est OK pour moi de soutenir. Donc je trouve que c'est ce modèle coopératif sur la partie capital, c'est clair, pendant ces 4 premières années, il n'y a pas ce stress de la banque et puis il n'y a pas les intérêts qui courent. La dernière chose, c'est que le capital, effectivement, il est disponible là tout de suite plutôt que toi si tu dois le réinvestir. D'où le fait qu'on en rigolait hier soir, on a des brasseries coopératives. Moi, j'ai déjà cofondé au moins 3 coopératives aussi. C'est des modèles en Belgique qui sont aussi issus de l'histoire syndicale. Ici, les syndicats sont beaucoup plus forts. La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Mais alors, est-ce que ça veut dire que toi, tu es salarié de la coopérative? Je suis salarié de la coopérative. Moi, j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de coopérateur fondateur et j'ai la casquette d'employé chef de culture. Ce qui signifie qu'en tant que salarié de la coopérative, tu n'es pas directement dépendant de la vente des légumes pour te rémunérer, tu as un salaire fixe. Oui, c'est ça. À court terme. Mais à court terme, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à court terme, il a un salaire fixe et qu'à moyen terme, si les légumes ne rentrent pas, il n'a plus de job. Évidemment. Donc il y a une décorrélation du mois par mois. Mais l'enjeu reste le même. Et la coopérative permet aussi d'avoir du coup un salaire fixe, comme on le voit souvent aussi chez nous avec les maraîchers qui travaillent en AMAP, d'avoir un salaire assez confortable, on peut en parler. Parce que tout à l'heure tu parlais de 1 800 € par mois, c'est ce que tu gagnes. C'est un peu moins. Non, t'as 1800. Maintenant, oui. Avec la vient de t'augmenter là pour la vidéo. Mais ça, j'imagine que c'est quand même quelque chose, même s'il y a la pression du coup de 300 coopérateurs, c'est quelque chose qui doit être un stress en moins, non? Après, peut-être que tu le sais pas forcément parce que tu n'as pas vécu sans. C'est ça, je pense. Peut-être, ouais, effectivement. J'ai pas vécu l'aspect maraîchage. Parce que chez nous, en France, la majorité des maraîchers et des maraîchères, ils sont RSA. Pour moi, la question, c'est d'arriver à créer suffisamment de valeur pour pouvoir générer ce salaire et les cotisations patronales et sociales. C'est un challenge supplémentaire. Là où, du coup, ce qu'on a mis en place, c'est justement les investissements pour pouvoir avoir la surface, notamment sous abri, suffisante pour pouvoir créer cette valeur et d'avoir la technicité et qui fait que tu arrives à sortir le chiffre d'affaires en légumes qu'il faut. Voilà. Parlons du chiffre d'affaires alors, du coup, directement. Est-ce que tout est vendu à la coopérative? Non, il y a des restaurations. 40% à des magasins bio, 40% à de l'ORECA, du traiteur, des restaurants, etc. Dans une zone de chalandise, on va pas plus loin que Liège, centre, mais voilà, on est vraiment très proche. Et 20% aux particuliers dans le coin. On fait comme la tournée du laitier, on livre. Et les gens en fait laissent leur sac cabas sur leur poignet et on échange. En une demi-heure, on tourne et on fait 20% du chiffre. On a rajouté un truc au chiffre d'affaires qui est nouveau l'année dernière. On a décroché un appel d'offres pour nourrir les crèches de la commune. Et pour pouvoir réussir cet appel d'offres, on s'est associé justement au magasin du Verger à Boncel pour qu'en fait ils puissent fournir via des coopératives siciliennes tout ce qui est agrumes, bananes, etc. que nous on ne sait pas parce que voilà, il y a aussi c'est aussi un challenge, on le verra, il y a certains publics, voilà, les crèches elles nous demandent de la pomme et de la poire en juin, les frigos sont vides, y compris belges, donc on doit aussi travailler là-dessus avec nos clients. Donc voilà, on a ce panel là pour le chiffre d'affaires. Donc on a un objectif de 60 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, hors crèche, donc le seul achat-revente on le fait sur les crèches et donc du coup c'est pour ça qu'on le sort, mais voilà, le chiffre d'affaires maraîchage c'est 60 000
€ et on était sur le trend jusqu'à fin mai. On était même à 10% au-dessus, donc sur 66 000. Grâce aux primeurs qui ont bien marché. Ouais. Et là, ça va être la galère. Après, ce qui se passe, c'est que pour la première année, on a fait de la vente de plants à des professionnels, à des amis maraîchers. Et donc, du coup, on les a facturés sur juin. Donc, juin, ça ne devrait pas être la catastrophe. Donc, on va voir peut-être que justement, les 10% qu'on avait d'avance, on va le cumuler sur juin. On a quelques séries qu'on ne récupérera pas, notamment de radis et certaines séries de salades. Pour le reste, c'est des choses qui vont juste être décalées dans le temps en termes de chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est sur juillet. Mais ça va nous demander, là, on essaye d'avoir sous le pied un peu plus de commercialisation parce que pour l'instant, voilà, on n'est plutôt pas assez de production pour les débouchés qu'on pourrait avoir. Parce que ce qui va se passer, c'est que le gros de la production va arriver au 15 juillet où on a des départs en vacances. On est une région qui n'est pas forcément la plus touristique et les Belges partent beaucoup en juillet. On va essayer de caler pour arriver à écouler. C'est assez dynamique et c'est un vrai travail. Pour moi, la partie commercialisation, c'est une technicité aussi d'arriver à adapter par rapport à ce que tu as, de ne pas perdre tes clients, d'être dans de la communication en prévenant. Là, tu as fait un super calendrier cette année de quand est-ce que quoi elle est disponible en fonction du plan de culture et de donner à l'avance, ce qui permet pour notamment pour des restaurants de travailler les menus. Parce que il y en a qui travaillent des menus sur 15 jours, il y en a qui travaillent sur un mois, il y en a qui travaillent un menu par semaine. Et si tu es dans le dialogue et tu leur dis les petits pois, faites gaffe, il reste 2 semaines, ils savent qu'ils peuvent le mettre à la carte ou pas. Et l'autre chose qui est géniale, c'est le soutien du magasin du Verger. On a un magasin qui fait des paniers pour ses clients. En gros, ce qui est dans le panier, ils font moins 10 ou moins 20%, je ne sais plus. Moins 10. Mais juste pour préciser, le Verger, c'est le nom du magasin. Merci. Oui, pardon. Merci pour la précision. J'ai jugé bon de le dire. Et tu as bien jugé. Vraiment. Moi, j'étais perdu. Voilà. Je ne suis pas seul, j'imagine. J'allais dire, on avait perdu Cola. Merde. Donc voilà, le magasin, grâce à lui, ils font des paniers où, entre guillemets, si les gens prennent l'équivalent du panier, ils ont une petite réduction. Ils ont 80 personnes qui prennent environ ce panier-là. Et donc, si par exemple, on a une planche de salade à faire partir, à ce moment-là, en fait, il y en a 40 ou 80 qui partent. Moi, c'est ça que je trouve incroyable dans ce modèle, c'est qu'on arrive à écouler tout ce qui sort du champ. Et c'est ça qui aide sur la partie rentabilité. Parce qu'on parle de chiffre d'affaires, mais sur la partie rentabilité, c'est de faire en sorte que tout ce qui est produit est vendu. C'est pour ça qu'on ne fait pas de marché. On ne récolte que ce qui a été commandé. Hormis les légumes qui doivent être récoltés tous les 2 jours, tomates, courgettes, aubergines, etc. Mais c'est comme quoi c'est très marrant les modèles parce que dans la ferme dans laquelle on était juste avant de venir ici, c'était tout l'inverse. Ouais. Ils ne vivaient que grâce au marché. Le marché est à 500 mètres de sa ferme et ils vendent 90% de sa récolte et il me disait je ne fournis pas assez. C'est-à-dire que généralement à 8h30, il a tout vidé ce qu'il a récolté et lui il dit c'est grâce au marché que je vis. Comme quoi c'est super important de voir la commercialisation. Où est-ce que vous la faites? Qu'est-ce qui marche pour vous? C'est ça le plus important. Et qu'est-ce qui te correspond à toi? Et aussi, est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes être sur un étal et en fait tu vois et vendre ou est-ce que tu es content de voir personne et de livrer les trucs sur le pas de la porte, tu vois? Je vise personne. 60 000 € de chiffre d'affaires, c'est un gros chiffre. Ne pensez pas que Maxime est tout seul avec Cécile. Juste avant de dire qui travaille avec toi, en surface agricole utilisée, parce que là, vous avez 2,5 hectares en tout, mais il y a des moutons au-dessus, il y a le verger, il n'y a pas du tout 2,5 hectares de maraîchage ici. On peut faire une mini-pause. Tu te souviens combien de planches extérieures? On a 28 planches. Après, il y a celle-là, effectivement. Ouais. Donc, on est à 36 x 20 mètres carrés. Ouais. Donc, tu as 400 mètres carrés sous vous serre et 1000 plus les courges. Ouais, voilà. Mais en bio-intensif, tu as à peu près entre 800 et 1000 dehors. Donc, à la grosse louche, il y a 2000 mètres carrés cultivés. Ouais. C'est quand même bien bio-intensif, quoi. Ouais. Parce que pour taper 60 000 € de chiffre d'affaires sur seulement 2000 mètres carrés de cultivés, c'est... Après, attention, moi, et c'est le même sujet avec la question de l'étude du bec et loin. Attention, qu'est-ce qu'on appelle chiffre d'affaires? Et donc, là, on est sur du chiffre d'affaires hors taxe, c'est clair. Il ne faut pas comparer les chiffres de Jean-Martin Fortier, les nôtres et ceux d'un gars du sud de la France ou quelqu'un qui est en région parisienne, si tu n'as pas les mêmes prix de vente. La tomate vend... Allez, combien le kilo de tomate ancienne? Quand on la vend en B2B, tu es à 5,50, tu vois. Donc, et tu es à 5,50. Et si on la vendait en direct, tu es à 6,50 sans aucun problème en tomate ancienne. La ferme de Cagnols, elle la vend à 3,20, tu vois. Non, mais effectivement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que nous, en fonction, parce que on fait quand même un tour de France de ferme, donc on voit aussi tous les tarifs. J'ai vu du 6,50. Chez moi, c'est 4,90. Ouais. On a énormément travaillé avec un maraîcher français qui vient nous former le réseau des maraîchers de la province de Liège régulièrement, qui s'appelle Charles Souillot. Et en fait, on a fait des comparatifs de temps de travail sur tomates par rapport à de l'ail sous serre. Et en fait, tu te rends compte que rapporté à l'heure travaillée, il vaut mieux faire de l'ail sous serre, honnêtement, que de la tomate. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, tu as des questions de demande et de proportionnalité de ce que tu sais sortir sur un jardin. C'est clair que du petit pois, on pourrait en faire plus. On pourra toujours faire plus de petits pois, toujours faire plus de haricots verts, de la tomate. Et ensuite, tu as ton sujet des rotations, etc., où tu peux pas faire n'importe quoi. L'ail, à un moment, je pense qu'on va saturer dans ce qu'on sait vendre. Mais
c'est vrai que la tomate, ça demande énormément de travail, d'entretien. Là, on va parler des ETP. Il y a David qui. Alors du jour au lendemain. ETP, petite pause, parce qu'il me semble que sur la chaîne, on n'a jamais parlé d'ETP, équivalent temps plein. Sachant qu'en Belgique, c'est 38 heures semaine. Un équivalent temps plein, c'est pas 35. Et qu'en Belgique, c'est que 4 semaines de vacances et pas 5. Encore une fois, est-ce qu'on compare des choses comparables? 3 heures de différence sur 35, on est presque à 8% de différence, donc c'est pas négligeable. Et donc, voilà, David, l'année dernière, il passait quasiment 2 journées par semaine entière à tailler les 1200 pieds de tomates. Allez, c'est pas vrai, c'est peut-être un jour et demi. Sur 3 mois, vous faites le calcul, c'est quand même un surcoût par rapport à ce que vous sortez en chiffres. Et la tomate, c'est notamment un des légumes sur lequel on voit une grosse différence de notre latitude. Nous, on est vraiment très très au nord. On est autour du 21 juin et donc ça y est, on va être en jours qui vont décroître. Donc actuellement, on a des journées plus longues que vous en France. Mais en fait, là, une grosse partie du temps, on a des journées plus courtes. On a aussi des nuits qui sont plus froides. Et nous, sur les tomates, quand vous réussissez très bien avec nos techniques, c'est-à-dire que on ne traite pas en sol vivant, on est en pleine terre, etc. On arrive à 7 bouquets de tomates en tomates anciennes par pied. C'est le même travail que en fait, un collègue qui est en Dordogne et qui va peut-être monter à 12 voire 14 bouquets. C'est aussi pour ça qu'en fait, il peut aussi le vendre moins cher. C'est que nous, avec le même travail, on ne va pas avoir le même nombre de kilos. Donc, le prix des légumes, c'est aussi un niveau de vie, c'est aussi... En fait, arriver à comparer des maraîchages, c'est, comme tu disais, il y a le mode de production. Donc, c'est déjà, nous, quand on vend en B2B, en magasin, on vend à 30% inférieur de nos prix. Mais c'est clair que tu arrives avec tes caisses, tu les poses et c'est fini. Et donc, on est en circuit avec un intermédiaire. Et puis, si tu compares des euros, il y a toutes ces différences-là sur le prix. Et si tu compares des kilos, en fait, si tu fais surtout des verdures, que tu fais des haricots verts qui ne pèsent pas très lourd, ou alors qu'en fait, tu fais de la pomme de terre, du poireau et de la carotte et de la patate, c'est clair que tu vas envoyer du tonnage hectare. Donc, est-ce que tu compares par nutriments? Tu vois, apporter et quelle est la quantité de vitamine C ou de fibres? Je pense qu'il faut comparer. Et, on en parlait en off tout à l'heure. Le but, alors chacun son but, une fois de plus, il n'y a pas de jugement. Mais en tout cas, la vision commune qu'on a du maraîcher, d'une maraîchère, c'est la personne qui va arriver à te proposer la plus grande variété possible de légumes sur une année. Et régulièrement dans le temps. Et régulièrement dans le temps. Moi, j'ai aussi rencontré des gens quand je travaillais en France qui étaient contents avec le RSA et qui disaient en fait, je veux pas investir, je veux pas de dette et je suis d'accord avec un RSA. Après, si tu n'aspires pas à ça, tu choisis un autre modèle qui va te permettre, peut-être il faut investir plus, mais en fait, où tu tires un revenu plus élevé, il y a pour tout le monde. C'est ce qu'on montre sur cette chaîne, on montre vraiment tous les modes. C'est drôle, c'est qu'on est allé chez une personne qui avait seulement 3000 mètres carrés cultivés. Le lendemain, on était chez quelqu'un qui cultivait 3 hectares 5. Ouais. Les deux étaient en maraîchage. L'une avait un tracteur de 16 chevaux, l'autre bien x10. Quoi, c'est ça qui est marrant. Est-ce que on a autre chose à dire sur l'historique ou est-ce qu'on se balade un petit peu, on va voir ce qui se passe de plus près? Moi, je trouve qu'on est bien. Hein. On est bien, non? On est bon? Ouais. 3 phrases, on est bien. Du coup, on va se balader un petit peu? Parfait. Allez, let's go. Début de la visite de la ferme de Beauregard et on a décidé de commencer par la pépinière car il y a encore des plants à cette période de l'année. Il y en a beaucoup, oui, même encore. Donc on a fait le choix de produire la majorité de nos plants. C'est seulement les plants de tout début de saison, en février, en semaine 5, 7 et 9. Là, on se fournit chez un pépiniériste qui s'appelle De Coster, avec des plants tout beaux, prêts à planter. Ça nous permet de partir en vacances en janvier, de ne pas avoir à gérer ces plants-là. Merci d'en parler. Mais c'est vrai, ça nous permet les 3 premières semaines de janvier d'être vraiment tranquille, qu'il y a un moment un peu plus creux de commercialisation. Et le deuxième moment où on reprend des plants, nous, c'est... Fin août, début septembre, et les jeunes verdures pour débuter l'automne. Donc tout ce qui est cresson, salade de blé, mâche, ce genre de petites verdures qui demandent à être produites en grande quantité et surtout d'être prêtes début septembre, fin août. En août, généralement, on est en pleine saison, en pleine récolte, en pleine taille, il y a énormément de boulot. Anticiper la saison d'automne, c'est pas toujours simple. Et donc d'avoir ces premiers plants qui arrivent en septembre permettent de nous soulager et démarrer une saison d'automne aussi très tôt, qui est une saison assez importante en termes de chiffre d'affaires. Oui. Au niveau de l'organisation, qu'on se rende compte, vous commandez ces plans combien de temps à l'avance? Est-ce qu'on peut se dire putain merde, je suis en retard, j'ai raté mes plans, il me les faut pour la semaine prochaine, je les appelle, ils me les livrent? Non, hein? Eux aussi, ils ont leur rentabilité, la pépinière, et donc en gros, s'il te faut 4 semaines pour faire un plan de cresson, il faut que tu aies commandé 4 semaines avant. Notre plan de culture, il est ultra serré, et donc en fait, on doit pouvoir enchaîner exactement quand on veut, et on peut pas se permettre d'avoir du retard parce que des fois, le pépiniériste, il va te fournir des plants de concombres qui vont être à ce stade-là, alors que toi, tu as besoin qu'ils soient plantés et qu'ils soient déjà au stade 3 feuilles. Il te les fournit parce que il fait ce qu'il peut
veut et qu'avec les quantités qu'il a, mais nous, on peut s'adapter. Alors voilà, c'est du temps de travail. Sur la ferme, on n'a pas clôturé tout à l'heure, mais donc il y a Maxime qui est à temps plein et il y a David sur la partie maraîchage qui est là 2 jours semaine de avril à octobre. Ça, c'est les gens qui y travaillent. Moi, j'aide en fait sur des points ponctuels. Par exemple, je fais un tour des jardins techniques avec toi une fois par semaine. Je vais aider à lancer des projets, l'appel d'offres pour les crèches ou des choses où en fait il faut faire des lancements. Et vraiment sur la partie accompagnement technique pour qu'on regarde s'il y a des maladies qui se développent ou sur le travail sur le plan de culture. Et sur la partie plan, en fait, tu passes du temps, du terreau, des semences, ou alors tu achètes. C'est relativement équivalent. C'est vrai que ça occupe une partie de la serre, hein. C'est quand même un quart de la double chapelle. On a préféré ça, même si parfois il y a des levées qui sont... Bon, là, c'est plutôt pas mal ce qu'on voit ici. C'est plutôt assez homogène, donc ça va. On va rester ici d'ailleurs. C'est ça. Là, les courges, on voit qu'elles ont eu... Il y a eu un coup de froid en fait la semaine dernière, et donc voilà, elles jaunissent. Le problème, c'est qu'un plant qui a souffert, c'est aussi un plant qui va se faire plus attaquer au niveau limaces ou ravageurs. Donc c'est aussi important de ne pas tout rater. Là, on est en pleine journée et vous voyez, on a remis de l'eau, notamment sur les plaques alvéolées les plus petites. C'est celle qui sèche le plus rapidement parce que la surface par rapport au volume, c'est la plus importante. Justement, tu parles du fait que vous ayez mis de l'eau. Est-ce qu'on peut parler de cette façon de produire des plants? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a déjà vu des tables de plants comme ça, avec les tuyaux qui arrivent comme ça par au-dessus. Comment on fait pour récolter les plaques qui sont là-bas, quoi? C'est quoi ce genre d'installation? Donc c'est des tables à marée qui sont sur roulettes. Grâce à des coopérateurs bénévoles qui aiment bien bricoler, ils nous ont fait des espèces de rampes en dessous pour que les tables puissent coulisser. En fait, ça permettait de gagner en fait tout l'espace qu'on aurait pu laisser en fait pour pouvoir accéder. C'est ça. Elle est bien pleine, bien lourde. Si je vais de l'autre côté, ouais, voilà. j'y vais, regarde. D'accord. Donc ah oui, donc c'est des rails comme ça en dessous en fait. Fait maison. Ce qui permet d'avoir une seule allée entre les tables et donc j'ai pu mettre une table de plus que si j'avais fait un espace entre chaque table pour pouvoir circuler. Donc là, les arceaux que tu vois, c'est pour pouvoir mettre les filets pour les choux parce qu'on commence à avoir de la pierrite du chou. Autant sur un chou adulte, tu as un peu de temps avant de la repérer. Autant sur un jeune plant, tu as la pierrite, il y a déjà plus de plan qu'elle est là. Donc pour éviter la ponte des papillons, on protège. Là, ce qui va arriver cette semaine aussi, c'est qu'on va mettre sur les fils les voiles d'ombrage pour éviter les coups de chaud sur les plants. Et effectivement, on irrigue. Ouais. Donc le système pour les remplir, on a déroulé un Socarex dans un tuyau qui amène l'eau jusqu'ici. J'ai mes petites vannes qui sont là, qui permettent de remplir les tables avec ce tuyau souple. Comme les tables se coulissent, j'ai une vanne ici qui vient la vider avec un tuyau souple pour qu'elle permette de se déplacer. Et là par contre, j'ai une évacuation rigide qui va emmener l'eau dans le drain de la serre qui est à l'extérieur. Et qui reviendra vers les cuves éventuellement. Voilà. Ça, c'est une table chauffante. Et donc du coup, là, on a quelque chose de plus bas pour garder le côté chauffant. Là, à cette époque de l'année... Tu rebâches un petit peu par-dessus normalement. Ouais, c'est ça. Mais donc là, elle n'est pas utilisée en chauffante, mais on a le thermostat qui est là et avec une nappe chauffante en dessous pour pouvoir produire le démarrage, tout ce qui est plan. C'est la seule table chauffante de tout. Pour l'instant, oui. Il faudrait qu'on réinvestisse. Vous l'avez faite comment? Parce que j'ai l'impression que c'est directement la table à même le... Ouais, t'as la nappe. Tapis, en fait. T'as une nappe qui est là, le tapis chauffant. Ah oui, donc vous n'êtes pas embêté à mettre un coup de liège, un coup d'isolant, un coup de sable, un coup de... C'est isolé en dessous en tout cas. Ça, c'est isolé en dessous. Ça, c'est isolé en dessous, mais sinon, c'est directement... C'est une nappe chauffante que tu achètes. Ouais, la classique. Et ça, tu mets le textile pour en fait que les racines n'aillent pas se prendre dedans et que ça garde l'humidité. Parce que si tu mets directement sur le plastique, ça sèche beaucoup plus vite. Et le petit truc, c'est quand tu les découpes. Ça, il faut toujours les découper plus larges parce que ça finit par se rétracter à force de faire ça. Et ce que tu veux, c'est que ça remonte un peu sur les bords pour en fait que ça sèche pas. Enfin, de toute façon, c'est toujours tes bords de plaque qui sèchent. Donc, voilà. Là, ça, c'est un très bon tuyau que tu nous donnes. Nous, on bosse donc avec ce qu'on appelle des speed trays. C'est vraiment indestructible aux UV par rapport à ce qu'on avait les noirs là qui sont un peu souples et qui finissent toujours par casser. C'est un investissement. On est presque à 10 € hors taxe la plaque. Il y a beaucoup de maraîchers qui travaillent à la motte. L'avantage de la motte, c'est que ça sèche moins vite. Tu veux dire là-dedans que ça sèche moins? Non, ici, ça sèche plus vite parce qu'en fait, tu as la surface alors que quand c'est des mottes, elles sont contre à contre. Elles se touchent. Tu vois. Mais c'est vrai que là, on n'a pas besoin de moteuse ni à faire les mottes, ni la grosse machine de moteuse qui prend beaucoup de place selon donc là, tu remplis, tu prends... Alors, on va aller voir. On va aller voir. Ah bah génial. Au niveau du textile là que tu conseilles de mettre, moi j'avais eu un prof où j'avais fait une formation spéciale production de plants qui m'avait dit tu t'emmerdes pas, tu mets de la couverture de déménagement. Oui, alors c'est ça. En fait, tu as deux textiles, en fait on l'a pas vu. Donc ça c'est la couverture de déménagement qui va en fait garder l'humidité. Et au-dessus, c'est un géotextile pour éviter que tes racines se prennent dans la couverture de déménagement parce que sinon tu arraches ta couverture de déménagement avec les fibres. Le géotextile c'est, tu vois, que tu sers pour faire des talus et des trucs comme ça ou pour bâcher sous des courgettes ou des machins, c'est celui-là. Et en dessous, tu as la couverture de déménagement. C'est juste qu'ils ont fusionné avec les années
années. Tu vois, ça c'est un peu intégré dedans justement parce que tu as les racines, mais ça évite que ta couverture de déménagement se déchire quand tu es en train de retirer les systèmes racinaires. C'est ici que tout commence. Ouais. C'est un système qui a été inventé par un espèce de maraîcher fou du Canada qui a fait une vidéo de son système et alors on a pu répliquer grâce au bricoleur tout le système. Donc voilà comment ça fonctionne. On a d'abord ici un tapis, un plateau plutôt où je vais mettre du terreau universel, du terreau un peu plus riche. Il est stocké d'ailleurs juste ici, juste en bas pour que derrière on ait juste à déposer le terreau. Ensuite on a cette espèce de tamis où on va venir mettre les alvéoles ici disposées. Comme ça, on sait en mettre 10 en fait. Une fois qu'on les dispose, muni de ce petit râteau, je viens racler le terreau pour remplir tous les alvéoles. Je peux en mettre 10 d'un coup. J'ai de quoi récolter le terreau en surplus en dessous. Ouais. J'ai une trappe ici pour le réutiliser. Okay, voilà. On peut aller chercher le terreau si besoin. Après ça, généralement, pour éviter la mouche du terreau, etc., on l'utilise pour des trucs qui sont moins sensibles que les légumes. Mais voilà, ça peut toujours servir. Parce que tu peux choper la mouche en fait, rien qu'en stockant 2 secondes comme ça en dessous. Là, tu vois que c'est pas 2 secondes, il est là depuis un peu plus. Celui-là, oui, mais bon, si tu le fais à la fin de. Si tu le faisais à la fin, tu pourrais récupérer. De ta journée, par exemple. Ouais, non, c'est vrai. Mais effectivement, il ne faut jamais laisser traîner du terreau parce que ça va très vite. C'est des cycles, je crois, qui sont inférieurs à 6 jours pour la mouche du terreau. C'est pas 2 secondes, mais il ne faut pas non plus laisser 2 jours, quoi. Ensuite, on a la table où on vient mettre toutes les graines dans chaque alvéole. Et ça, c'est de la fabrication maison ou c'est vendu avec? Ça, c'était vendu avec Split Trace. Ouais. Mais par contre, j'ai fait un autre système maison. Parce que tu avais un système comme ceci pour venir en fait tasser mes alvéoles chacune. Je viens taper dessus. Ouais. Ça me fait en plus une petite dépression pour que je puisse mettre la graine. Et ensuite, je passe à l'autre table où je viens ici répartir avec mon petit tamiseur un terreau un peu moins riche mais qui garde un peu plus l'humidité. Je viens le mettre par-dessus, je saupoudre avec ce petit truc. Je viens étaler pour que ce soit assez uniforme. Et une fois que c'est fait, je la pousse ici derrière. Et alors, juste derrière les bâches, on a des micro-asperceurs. Incroyable! Et du coup, ça humidifie avec douceur sur les semis. C'est à la fois super ergonomique parce que l'idée c'est de ne pas porter, etc. et d'essayer de diminuer le nombre de mouvements. Moi, j'ai été très marquée par le livre de Ben Hartman de The Lean Farm. Donc, comment appliquer les méthodes Lean à la ferme pour essayer de minimiser le nombre de mouvements. Parce qu'en fait, on fait énormément de mouvements, on bouge beaucoup de matière, il y a beaucoup de flux. Et si on peut réduire ça et en fait être toujours en train d'essayer de produire de la valeur, c'est aussi comme ça qu'on a plus de temps pour sa famille, aller boire un verre de rosé en terrasse, faire ce que vous voulez. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, on a cette chance-là, de la coopérative. On a un groupe de coopérateurs parce que nous on ne cherche pas forcément toujours d'avoir de l'aide dans les jardins parce que finalement c'est technique. Demander d'aller récolter une botte de persil à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui disent je viens t'aider, mais en fait lui expliquer à quelle hauteur il faut couper, quelle est la taille de la botte que tu veux, comment tu dois recouper, qu'est-ce que tu dois enlever, etc. C'est technique en fait. Et donc il y a un espèce de truc où les maraîchers, cette aide, parfois ça te prend plus de temps et d'énergie de devoir expliquer tous tes gestes, etc. Et donc nous on s'est dit la force de la coopérative et des gens qui ont envie de venir aider et de passer du temps en plein air, c'est peut-être de travailler sur d'autres sujets. Le sujet notamment c'est le bricolage, tous les petits bricolages qui peuvent aider la ferme, ça peut être de régler les portes de serre, là l'auvent c'est eux qui l'ont fait. Il y a un petit groupe d'amis en fait qui sont des bricoleurs du vendredi qui viennent aider et on les remercie parce que la vie elle est quand même beaucoup plus douce et puis c'est du temps en moins. Voilà, quand on dit qu'on fait des grosses semaines en maraîchage, il y a le maraîchage mais il y a tous ces à côté de mise en place de réglage. Quel temps t'as passé sur le réglage des pompes et de l'irrigation l'année dernière quoi. Enfin, ça nous dégage du temps et surtout aussi de l'énergie mentale pour être sur la production, donc ça c'est top quoi. Tu viens de me débâcher une bac à marée. Qu'est-ce que tu voulais me montrer sur cette planche? Tu as des maraîchers qui bossent beaucoup en semi-direct et nous on fait énormément de plans. Donc je pense qu'on n'a pas fait le compte mais ça serait facile. Nous on bosse avec Curop comme outil de planification. Crop. Ouais, Crop. Et donc qui vient de changer en Binch. Non, je sais plus comment il s'appelle. Et il y en a des nouveaux qui viennent de sortir qui sont top. Heirloom. Ouais. Ouais, mais je préfère Curop. Mais non. J'ai testé Heirloom, mais en fait, il y a un espèce de truc où Curop, c'est quand même né de l'atelier paysan. Et donc, en fait, c'est vraiment des gens qui ont envie d'aider. Même s'ils proposent maintenant une solution payante qui te permet d'être en multiposte parce que tu es en cloud. Là, en fait, l'ancien Crop, tu étais en local. Mais voilà, ça vient de l'atelier paysan. Et je sais que derrière, l'idée, c'est pas forcément de faire un méga pognon. On parle des outils de la serre. Et nous, tout ce qui est outils logiciels, c'est un outil qui est souvent pas vu chez les maraîchers. Et nous, c'est le cœur de la machine. On sauvegarde d'ailleurs régulièrement notre outil de planification par mail, sur des drives, etc. On le perd, on a perdu en fait notre fil rouge de la saison. Les cultures en bio-intensif, elles s'enchaînent tellement et c'est tellement fin. On prend pas mal de photos pendant la saison de savoir quand est-ce que ça fleurit, quand est-ce que ça a fini de donner, etc. pour ajuster d'année en année le plus possible. Sur le logiciel, nous, on est vraiment fan de Crop. Ça a été développé par l'atelier paysan dans un esprit coopératif et on sait qu'il n'y aura pas de vocation commerciale derrière. Heirloom, on est un
peu plus... on sait que la galaxie Jean-Martin Fortier, elle est partie d'une très bonne intention, mais il y a aussi de plus en plus de soucis en fait, d'en faire une grosse entreprise et de faire du profit avec, ils s'en cachent pas. On est un peu plus nuancé vis-à-vis de ça, parce qu'une fois que tu as mis toutes tes données, notamment de temps, de récolte, etc., dedans, tes densités que tu utilises, tes rendements, qu'en fait, le jour où tu es parti sur un logiciel, en ressortir, c'est super compliqué. Donc là, Heirloom sont partis sur une version payante qui n'est pas négligeable en termes de coûts, en abonnement, parce que encore, je l'achèterai une fois pour pallier les coûts que ça a coûté de production. Je suis contente de participer à un effort, mais le côté abonnement et rente, ça me dérange un peu plus. On a ce même problème dans l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent Final Cut où tu peux l'acheter une seule fois. Il y a Adobe Premiere où tu as cette mensualité. Effectivement, moi je suis plutôt partisan d'acheter une seule fois un produit et de l'avoir à vie. Mais par contre, je préfère, c'est mon point de vue, acheter un produit qui est ergonomique, parce que c'est vrai que Crop, pour l'avoir essayé, faut avoir envie. C'est peut-être qu'on bosse depuis 4 ans dessus, mais c'est... On a fini par bien le maîtriser. Et que tu as quand même du glisser, déposer, tout ça. L'autre chose, c'est que c'est l'entrée de tes datas dedans. Par exemple, au niveau des maraîchers de la province de Liège, moi j'ai partagé toutes mes datas, parce que c'est aussi très localisé. J'ai partagé mes datas avec les autres maraîchers pour qu'ils n'aient pas à faire leur rentrée, ou en tout cas à juste adapter les données qu'ils avaient. Tu t'étonnais de fait qu'on fasse les haricots en alvéole? Je me suis mis à faire ça, alors pas pour mon maraîchage, mais quand je faisais de la permaculture, du potager chez moi, simplement parce que je me faisais déglinguer par les limaces. Alors il y a les limaces, il y a le fait que nous on a des sols très argileux qui restent lourds et humides très longtemps en Belgique, et en fait le réchauffement des sols c'est un vrai sujet, en particulier cette année. Du coup tu as moins de chances que ça pourrisse, vu qu'en fait il faut 12 degrés dans le sol pour que ça lève. En fait tu gagnes ce temps-là pendant qu'ils sont en pépinière, plus la place si tu veux faire une série de radis ou d'un navet court. Le travail en mode nous permet d'augmenter le nombre de séries. Une planche entière de salade, c'est 3 plaques là-dedans, donc le temps que en fait, ça pousse 30 jours, en fait tu as pu faire d'autres cultures dehors. Donc voilà, on bosse beaucoup avec ça. Enfin, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais il y a vraiment une logique, un raisonnement dans votre travail de bio-intensif, de rotation. Donc peut-être qu'on pourra aller voir sur les planches, parce que ça fait un petit moment qu'on discute hein, tous ensemble. Hein. Donc là déjà on voit des très jolis petits pois en fin de parcours avec, c'est quoi, du céleri? Ouais, céleri fin de parcours aussi, ça part la semaine prochaine, non? Et après, qu'est-ce qui vient? Courgettes. Donc c'est les courgettes de fin de saison. Pour relancer après les courgettes d'extérieur, on relance des courgettes nous à cette époque d'année pour avoir une belle production en septembre. Pareil, on n'est pas dans une région touristique qui peut être la Dordogne ou la Bretagne. Nous, les gens, ils reviennent de vacances et le moment où ils consomment de la courgette, c'est en juin jusqu'à mi-juillet, et puis c'est à partir du 15 août. Donc en gros, on doit aussi gérer nos pics de production. Nous, on cherche pas forcément à avoir le plus de tomates possible entre le 15 juillet et 15 août, vous le verrez après. On va plutôt décaler nos séries de tomates pour avoir en fait des pics de production à partir du 15 août quand les gens reviennent. On essaye de penser le plan de culture en fonction. Donc là, c'est vraiment la fin, ça va être arraché. Mais ce qu'on peut voir, c'est que bon, on a des résidus de fenouil qui sont ici. C'est qu'on a commencé par des cultures hâtives. Donc là, il y a les fins de fenouil parce qu'on va récupérer les fleurs, donc on laisse monter. Et les céleris qui sont en fin de saison, qui ont tous produit, tout a été récolté. Là, il y avait des choux chinois au pied des petits pois. Et en fait, on fait pas forcément d'association de culture pour les associer, mais c'est surtout qu'il y a des phases où elles se supportent d'être ensemble sur la même planche, à condition d'adapter l'irrigation et la fertilisation. Là, on le voit ici. On a déjà récolté les brocolis et les choux-fleurs. Il reste la fin des petits pois et des fèves. C'est pareil, on est sur la dernière semaine. Sur les brocolis, on vend aussi les brocolis en vrac sur la 2e pousse pour essayer de valoriser le produit au plus possible. Donc voilà, c'est les jeunes pousses. Ça, là, des petites pousses comme ça, tu les revends là? En fait, tu vas les vendre au kilo au lieu de les vendre juste la pomme, tu vois. Et ça te permet de ne pas perdre ce produit-là, quoi. Et les restaurateurs adorent. Oui, en plus. Ok, ça fait du mini brocoli, Ouais. du broccolini. Broccolini. Et donc là, c'est pareil, on avait les premières séries de petits pois, les premières primeurs qui sont ici, qui ont été arrachées. Et là, on a, c'est les 2e et 3e séries de concombres qui ont été plantées. On a du pourpier d'été, du basilic qui supportera, et puis les séries de haricots sous serre. Donc ça, les amis, c'est la serre de printemps, on est d'accord? C'est ça. En attendant que les serres d'été poussent. C'est ça. On va les voir. On va aller voir, effectivement. Souvent, les maraîchers, ils ont beaucoup de légumes l'été, mais la grosse technicité, c'est d'avoir des primeurs. Ils veulent planter leurs courgettes, leurs concombres, leurs tomates le plus vite possible. En fait, ils ont les légumes d'hiver, mais pas de légumes de printemps. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on a 2 serres qui servent pour l'été. Et ça, elle va faire printemps et automne, enfin, effectivement, septembre, sous serre. Et puis, les autres, elles font été et hiver avec les verdures. Donc, on essaye d'organiser ça. Parce que pendant que ça pousse, il faut que tu puisses quand même récolter quelque chose. Donc, pendant que les tomates et les poivrons poussent, on a pu récolter tout ça. Notre gros sujet, c'est d'enchaîner les séries. Donc, les fèves sous serre, elles sont en train de se terminer et ça y est, on a les fèves en extérieur qui produisent. C'est vraiment cette régularité qui est importante. Et pareil, on a fini tous les oignons frais sous serre et donc là, il y a les oignons frais qui arrivent de ce côté-là. On a déjà commencé à ombrer les salades avec le changement de température qu'on a. On avait peur de... Comme elles ont résisté à l'invasion de limaces du début de saison, on leur est mauvaise qu'elles stressent avec les chaleurs qu'on a pour cette semaine. On bosse sur planche permanente de 25 mètres de long sur 80 cm de large. Ici, on est en travail
travail uniquement manuel, c'est-à-dire grelinette, et le microculteur de Terratech ou de Neversing Farm, je sais plus lequel t'as. Sponsor Terratech quand vous voulez. Ouais. On est là, pensez à Faut nous. vraiment qu'ils nous donnent des sous là. Vu le nombre de fois où on les cite C'est clair. sur la chaîne YouTube. What else? What else? Tu parlais de greffé, non greffé, tu vas voir. On va aller voir. Ah, Eh, alors, t'as vu, on suit, hein. j'en parlais en off, mais ça me fait plaisir parce qu'elle n'oublie rien, c'est fou. Hein. Tu lui donnes ça direct, elle déroule. Vraiment, je vais lui donner les clés de ma chaîne YouTube. Désolé Nawel, j'avais dit que c'était à toi que je les donnerais. Vous prenez les clés de la prod et toutes les deux, vous reprenez ma chaîne. Et moi, je reste là avec Max et on cultive des légumes dans le silence. Sans réfléchir. Très important, Max ne boit pas de café, mais on a quand même fait un coin café pour les gens qui viennent travailler à la ferme parce qu'il ne faut pas déconner quoi. Sympa. Tu le disais, plan greffé, non greffé, hybridé fin, pas hybridé fin, qu'est-ce qu'on fait? Pour les plants greffés, on utilise ça que sur les aubergines. On a fait ici par exemple ce plan-ci où c'est un pied de tomate où on a greffé une aubergine par-dessus. Ça se voit un peu le plan ici un peu plus arrondi. Voilà, c'est la deuxième année qu'on fait ça ici à la ferme. On a constaté quand même que l'année passée ça produisait assez bien. On était plutôt contents de cette production. Là, tu as le comparatif avec du non greffé. Donc, Ouais. oui, effectivement, greffé. Et ça, c'est du F1 juste. Ah, donc c'est quand même du F1. C'est pour C'est ça du qu'il est F1. quand même déjà très vigoureux malgré Ouais. le peu d'ensoleillement que vous avez eu. Exactement. Nous, on estime que pour pouvoir gagner notre vie sur certains légumes, on n'a pas le choix. Moi, j'ai fait pendant 4 ans de l'aubergine ni greffée ni F1 avec des variétés population. Et il y a quand même un sujet, c'est que dans l'espace sous serre, qu'on arrive à gagner notre vie. Et il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Ce qu'on va voir un petit peu, c'est les résistances maladies. Mais a priori, voilà, nous, on préfère toujours l'aération à la précocité. Et puis, on bosse pas mal avec des purins, des extraits fermentés de plantes. Donc, on essaye de limiter. On bosse aussi avec des auxiliaires de culture qu'on lâche, des petites guêpes prédatrices, des acariens prédateurs, etc. On a fait ce choix-là. Et sur les F1, c'est surtout sur brocoli et c'est sur quelques carottes primeurs pour avoir des carottes en 90 jours et pas en 120. Dès qu'on a des variétés population qui valent le coup, on préfère bosser avec. Déjà, les semences sont moins chères. Tu l'as vu, ni pour les plants, les produits, on n'est pas dogmatique. Ce qu'on sait faire, on le fait. Au moment où ça nous arrange de le sous-traiter, en fait, on sous-traite. Et pareil pour les F1, sur quelques trucs spécifiques, on se prive pas de ça. On reste vigilant, qu'on sache s'en passer, qu'on sache fonctionner sans. En fait, ce qui est compliqué en Belgique, c'est que on a des saisons qui sont pas très marquées. Vous allez en Allemagne, vous avez vraiment des hivers très froids, puis ensuite vous passez à des étés très chauds. Et nous, en fait, le printemps, ça peut être des nuits froides jusqu'au mois de juillet avec du 7 degrés et donc des plants qui sont stressés. Et voilà, on a besoin de plantes qui savent encaisser notamment ces variations de température, d'humidité. Ça va être ça qui va être plus compliqué. Là, en termes d'outils, voilà, il y a le microculteur de Terratech. Voilà, c'est ça le fameux microculteur. Le gros outil de travail du sol que vous utilisez. C'est ça, c'est notre... Là, vous déglinguez le sol avec Ouais. ça va pas la tête. Vous êtes des grands malades. Hein. Ça, c'est votre seul outil de travail du sol. Tu as la campagnole qui est derrière pour pouvoir intégrer le compost. La grelinette, c'est pas un outil de travail du sol, c'est un outil d'aération pour faire pénétrer l'oxygène. Et ça, effectivement, tu vas regarder, tu as vu la profondeur des ailettes, on travaille hyper profond. Et c'est surtout en fait, avant plantation pour les mottes et puis pour les semis directs. Oh, il y a les premières aubergines, Maxou. Vous étiez bien dans le sud, donc vous avez dû manger des tomates par centaines. Cette année, voilà, on a eu les premières tomates la semaine passée, donc autour du 18 juin, quelque chose comme ça. Donc voilà, elles rougissent ici sur de la précoce de Quimper. Nous, on utilise le système de chez Clipper. J'ai jamais vu ce système. On a la tige métallique, on a 2 clips ici par plant. On l'utilise tant pour les tomates que pour les concombres. Et donc l'idée est que, ici elles viennent d'être taillées, mais par exemple ici, la tomate pousse, c'est 20 cm là, et on va venir avec le mousse l'entourer et la clipser sur la tige métallique. Ce qui permet en fait de gagner un peu de temps par plant. Le système qui est le plus en vogue, il me semble, c'est avec la corde pour venir enrouler. Ici, c'est un petit clip qu'on vient positionner. C'est un système hollandais qui a une certaine rapidité. Ce système-là permet qu'à la fin de saison, quand les tomates arrivent tout en haut, c'est très facile de faire coulisser la tomate le long de la tige métallique pour leur faire adopter une courbe et gagner un peu de longueur au niveau des plants. Donc les clips, nous on les enlève chaque fin d'année et on les lave en machine pour essayer d'éviter qu'il reste des spores de champignons dedans. Je connaissais pas du tout. Trop bien. Voilà, Chez c'était Pélican. Ouais. Et donc les gens pourraient être un peu surpris de se dire finalement leurs tomates elles sont pas très avancées. Mais voilà, ça c'est vraiment pour le début de saison, pour avoir le pic de production avant le 15 juillet et ça pourrait arriver après le 15 août. Donc on décale et ça nous a permis aussi de faire des primeurs ici, je sais plus ce qu'on avait. Et le fait de pouvoir planter un peu plus tard, c'est pas forcément la stratégie qui est toujours la plus adaptée. Parce que ça du coup c'est du F1 acheté, planté. Quand? Non, nous on fait toutes nos plants de tomates nous-mêmes. Sur la tomate c'est vous. Mais Mais du coup ça a été produit quand? On le sème fin février. On l'a planté au 5 avril cette année, la première série. Là on est un mois après. Un mois plus après, tard. C'était l'année passée qu'on a vraiment constaté ce décalage au niveau des ventes. On a vraiment vu qu'en juillet, c'était un mois assez difficile, alors qu'on était frustrés d'avoir beaucoup de production et peu de
demande et on a compris effectivement que les gens revenaient en août et donc on s'est dit on va faire la même chose pour les tomates, il faut que le pic arrive en août pour qu'il y ait un maximum de gens qui... Et en fait ça nous a permis de faire des primeurs au printemps où les gens sont là. C'est-à-dire qu'en décalant et en ayant jusqu'au 15 mai, ça nous a permis de faire une récolte sur, je crois que c'était Salade Mesclin qui était ici, de faire des coupes supplémentaires et en fait de gagner de l'argent au moment où les gens sont là. Là sur les tomates, on n'est pas sur du F1, là c'est de la précoce de Quimper, donc c'est une variété ancienne. Sindel c'est une F1 et donc on garde les deux en précoce et ensuite nos variétés anciennes classiques arrivent par la suite. Les amis, il nous reste plus beaucoup de temps parce que ça fait très longtemps, je sais pas. Là, vous en êtes à combien de minutes de cette vidéo? Nous, ça fait au moins combien d'heures qu'on tourne? Ça fait Ça 2 fait heures et demie. 2 heures. Ça va faire 2h30, bientôt 3 heures qu'on tourne. Il y a une chose qu'on voulait voir parce qu'on vous en a parlé depuis le début de cette vidéo, c'est le verger haute tige. Et donc, en plus, Seb est arrivé. Je vous propose qu'on rejoigne Seb et qu'on aille directement voir ça. Parfait. Du coup, Seb vient enfin de nous rejoindre. On en a parlé depuis le début de cette vidéo. Il est sécateur à la main, il est fin prêt. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Seb? Déjà, te présenter en brièvement quelques mots, même si normalement les gens t'ont déjà vu dans la dernière vidéo qu'on a faite pendant le Farm Tour, et expliquer le projet sur cette parcelle. Alors moi je suis entrepreneur en travaux agroforestiers, donc je mets en place des projets de verger et des projets de haies dans les zones agricoles, que ce soit en grande culture ou en prairie. Et donc ici, à la ferme de Beauregard, je suis intervenu pour les aider à mettre en place ce verger haute tige. Il y a 130 arbres, je pense, quelque chose comme ça. C'est vraiment un pré-verger, donc un verger qui est pâturé ici par des moutons laitiers. Donc l'objectif est d'avoir une double production dessus, autour du maraîchage, qui est du fruit et évidemment de transformer en lait et en viande ici, plus accessoirement des poules le jour où ça viendra. C'est dans des projets en tout cas, donc moi j'interviens pour l'aspect mise en œuvre, plantation et suivi technique des arbres fruitiers, accompagner les projets. En très résumé, voilà. À côté de ça, je suis également producteur fruitier et éleveur de moutons et de bovins viandeux. Et donc dans la coopérative avec tout ce beau monde. Alors oui, nos chemins se croisent de différentes façons, c'est un peu complexe, c'est une grosse nébuleuse autour du fruit. Effectivement, vous parliez de poules dans un avenir proche parce que les moutons qui sont là ne sont pas les vôtres. Non. C'est ça. Mais peut-être qu'effectivement, un atelier de poules pondeuses en complément du maraîchage est à venir. C'est certain, elles arrivent le 5 août. Ah oui, donc c'est demain. Voilà, on va être sur un poulailler semi-mobile, c'est-à-dire avec 2 positionnements et plusieurs parcours qui vont venir en complément de l'activité maraîchère. Ok, trop bien. Donc, 130 fruitiers, essentiellement pommiers, j'imagine. Pommier et prune, les deux espèces qui ont été choisies ici et qui sont les plus rationnelles d'un point de vue économique ici. Pourquoi? Parce que c'est ce qui pousse le mieux et qui résiste le mieux aux maladies ici. Et puis le fruit, la prune, c'était vraiment un fruit de luxe. Il y en a peu en fait sur le marché si on veut sortir des circuits classiques avec des prunes finalement sans goût. Pour ceux qui ont déjà goûté le type de prune qu'on produit sur ce genre de verger et comprennent tout de suite la différence. Et au niveau de la pomme, c'est quelque chose qui est très productif, très varié dans les variétés et vraiment multi-usage. Fruitable, puis en transformation, on peut aller sur du jus, du cidre, de la compote, de la tarte, du fruit séché. Et on peut encore être innovant et d'ailleurs on va l'être, j'espère. Donc voilà, ces deux espèces-là, c'est vraiment 2 valeurs sûres. Après, la poire peut marcher aussi, mais il y a différents aléas de culture et une productivité qui est un petit peu plus tardive pour la plupart des variétés, une prise de risque peut-être un petit peu plus forte. Donc quand il y a un seul verger, généralement, le poirier reste marginal. Voilà. Donc là, sur les 130 arbres, essentiellement pommes, prunes, j'ai vu quelques cerisiers. Ouais, Allez, il y en a, Là, il y quand en a même pas 10. trop mauvais. Et au niveau des variétés, combien? Ici, ça a été assez étalé. Donc, il y a deux options dans la construction d'un verger haute tige. Et là, avec l'arrivée des filières de valorisation, peut-être qu'on pourra revoir un petit peu notre copie. Mais jusqu'à présent, on était surtout sur des arrivées à maturité étalées. Donc, avec un nombre de variétés assez haut. Les valeurs sûres, il y a 3, 4, 5 exemplaires. Et il y a surtout un focus sur l'arrivée à fruits en octobre, ce qui permet de conserver les fruits en novembre, décembre, janvier, etc. Et donc, l'autre option, l'autre manière de faire aurait été de choisir pour 130 arbres, peut-être sur 100 pommiers, 30 pruniers, de ne choisir que 5, 6 ou 7 variétés de pommes, mais avec un nombre d'exemplaires plus important pour chacun d'eux. Ici, c'est la première option qui a été prise. On étale les variétés, du coup, il doit y avoir certainement 20 variétés, 25. Facile. Ouais, facile, tu as au moins une trentaine, je pense, de variétés. Ici, quand je revois la liste, tu as une Oui, il y a trentaine. beaucoup. Ici, on est sur place. Donc, en fait, venir poser l'échelle pour aller récolter et 15 jours après, revenir la poser pour aller chercher les variétés qui sont mûres à ce moment-là, c'est tout à fait possible. La deuxième option, dans les producteurs, en fait, qui potentiellement, c'est pas forcément eux qui récoltent, c'est des équipes de récolte qui viennent chez eux, ils ont plus intérêt à avoir en fait une même variété sur 10 arbres. Quand ils récoltent 10 arbres d'affilée et en fait quand ils reviennent c'est un mois après. Ce qui est important dans la conception du verger, c'est aussi de penser sa commercialisation et son mode de récolte pour pouvoir avoir en fait des variétés qui sont adaptées au-delà des questions pédoclimatiques. Quand est-ce que ça gèle chez moi? Quelles sont les maladies et quel est le sol qui font que ça va pousser? Ça c'est un
impondérable. Et ensuite, dans la conception, c'est jamais oublier le lien entre production et commercialisation. Ouais, donc ça, c'est des questions qui doivent être bien définies en amont. Tous les problèmes en aval liés à la manière dont on va récolter, etc., la plupart des petits problèmes liés à ce type d'aspect de la chaîne, finalement, on les solutionne en amont, avant la plantation. Donc s'il y a 10 arbres de telle ou telle variété, ils vont être groupés d'une manière ou d'une autre à un endroit cohérent, de manière à pouvoir faciliter la récolte et la transformation, etc. La conception du verger va vraiment être très différente selon le projet de la parcelle et la finalité des fruits. C'est pour ça qu'on a fait appel à cette expertise-là. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient planté leur verger en faisant eux-mêmes leur popote et leur mix. En fait, il faut aller récolter ces trois-là à ce moment-là et en fait les autres sont là-bas et puis en fait tu t'es pas rendu compte que les prunes elles sont déjà passées sur celui-là. Et donc en fait avec l'expertise de Seb, ça nous permettait d'avoir en fait une optique économique. Voilà, nous on va monter en compétences, mais c'est aussi un suivi pendant toutes les premières années du verger qui sont relativement cruciales. Là, on a eu des années à la fois d'ultra sécheresse et d'inondation et en fait de faire les bonnes opérations. On va aller le voir tout à l'heure, quelles sont les opérations au bon moment, que ce soit les opérations de taille, de vérification d'arrosage si jamais on est en année de sécheresse, de vérification des ravageurs. Et ça, nous, on a décidé de confier ce suivi à Sébastien. Une des forces de votre projet, c'est le magasin en fait qu'il a. Et donc ce qui justifie aussi le choix d'étaler les arrivées à maturité de manière à pouvoir mettre dans un commerce de proximité, juste ici à Jet-Pierre, finalement des fruits de saison pendant une longue durée de l'année. Donc dans une structure comme ça, c'est plus facile d'arriver avec 100 kg par semaine plutôt qu'avec 10 tonnes une semaine et puis rien la semaine d'après. Et là, c'est vraiment quelque chose de remarquable dans la mesure où il y a l'outil de production ici, auquel est associé la filière de vente finalement, le point de vente. C'est plutôt rare en fait, et c'est vraiment pour moi un point fort du projet ici. Et alors, moi aussi, j'en profite d'avoir l'expertise de Seb qui est en chair et en os devant moi. Je me pose une question toute bête par rapport à chez moi, par exemple. Et c'est un truc que peut-être vous auriez pu faire ici, peut-être que non. C'est pour ça que je peux me permettre de poser la question. Là, on est que sur de la haute tige de partout. Donc, ça veut dire une mise à production tardive, 10, 15, 20 ans pour certains fruitiers. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu se permettre, en attendant, de planter un petit M9, un petit même moyenne tige, un petit... Tu aurais pu. Le problème, c'est que si tu mets du M9, donc du basse-tige, tu dois gérer à la main la gestion de l'herbe, puisque tu ne peux plus faire entrer du bétail. Là où tu aurais pu faire quelque chose d'intéressant, mais c'est des choix, et donc c'est aussi des frais à avancer. Parce que tu vois ici, les arbres, ils sont assez distants. Hein. On aurait pu raccourcir encore les écarts d'1 mètre ou 1,5 mètre. Donc ça aussi, c'est un choix qui a été fait. On pourrait installer entre chaque arbre un demi-tige. Donc c'est-à-dire que c'est un arbre qui est greffé à 1,60 m, 1,80 m, qui a une mise à fruit un chouïa plus rapide, 2 ans plus rapide en gros, et qui sont destinés à être pour partie abattus quand les hautes tiges se développent pleinement. Et là, tu permets la gestion de la parcelle par du pâturage avec des moutons. Donc ça exclut évidemment les chèvres, les vaches, les ânes ou les chevaux. Les chevaux, de toute façon, on essaie de les éviter. En fait, on met en place ce type de projet aussi. Donc si on est certain qu'il y a un pâturage avec du mouton et que le porteur des projets a les finances pour assurer l'infrastructure, parce qu'au début, voilà, il faut avancer, hein, ça produit et ça s'auto-rembourse après un moment, mais c'est quand même, il faut 10-15 ans. Eh bien, on peut le mettre en place, ouais. On le fait de temps en temps. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça exclut la vache, donc il faut être certain de ça, être certain de ne pas avoir à gérer avec des vaches. Et ça, c'est pas évident, hein, parce que chez nous, en Belgique, en Wallonie plutôt, la gestion par des moutons est très compliquée. L'infrastructure clôture est très très lourde financièrement. C'est vallonné, c'est des parcelles de petite taille. Il y a de moins en moins d'éleveurs de moutons. Voilà, c'est compliqué. J'en profite parce que là, je viens de payer 3 000 € de piquet d'acacia il y a quelques jours là, pour clôturer chez moi. Là, elles sont basses vos clôtures ici. Le chevreuil, il vient comme il veut. Mais en même temps, tu me diras, c'est de la haute tige, donc tu t'en fous. C'est quoi l'idée? Ouais, non, ici, ce qui était intéressant, c'est de permettre aux loups de venir manger les moutons de temps en temps parce que ça a un coût, ouais, évidemment. Et donc, soit on travaille en 1 mètre, soit en 1,20 m plus barbelé. Tout ça, c'est vraiment... Moi, je suis 1,80 m plus barbelé. Donc ça arrive à 2 mètres. 1,80 m, mais tu as peur de quoi? Des chevreuils. Chevreuils. Mais moi, je mets pas de... c'est ça, il n'a pas de clôture autour Je des mets arbres. pas de protection individuelle de l'arbre. Hein. 1,20 m plus un barbelé pour le chevreuil, généralement, ça suffit. 1,80 m, là, c'est sûr. Trop tard, que... Seb, je viens de te dire que j'ai payé 3000 balles pour piquer l'acacia en 2,50 m de haut. Bah, écoute, tu peux les recouper en deux. Non, je déconne. Ici, pour le mouton, généralement, on travaille à 1 mètre ou 1,20 m. Et c'est vrai que la différence de coût est quand même importante. Ici, il y avait quand même beaucoup d'infrastructures à mettre en place en un seul coup. Le terrassement, les serres, ils t'en ont peut-être parlé, ils se connaissent ça mieux que moi, mais voilà, c'est quand même lourd. Et donc là, ça suffit pour ce type de mouton, franchement. Notamment parce qu'on a replanté toutes les haies. Il y a aussi des kilomètres de haies qui ont été plantés. Tu te souviens du nombre? Ah ouais, hein, il y avait quoi, 700 km, non? Moi, j'ai 1 kilomètre de haies. Oui. 1 kilomètre de haies, et sachant qu'elles sont en double ou en triple rang, donc tu imagines le nombre de plants. Toutes ces haies, vu qu'on a du pâturage mouton, doivent en plus être protégées par une clôture intérieure, donc c'est effectivement nécessaire. Après, nous, on a mis aussi la clôture contre les sangliers. C'était un des premiers ravageurs en fait de la ferme, et donc on a dû se protéger des sangliers en faisant tout le tour de la ferme pour ça. Justement, le sanglier, c'est quand même un animal qui est réputé
costaud. Il vous a jamais défoncé les clôtures, le sanglier, là? Non, il y a déjà eu des battues ici. Il y en a eu un groupe de 4 qui ont essayé, qui ont bourré la tête dedans plusieurs fois et ça n'a pas bougé. Après, c'est fait par un professionnel qui enfonce les pieux avec sa machine. Ça bougera pas quoi. On a vraiment choisi dans cette ferme de se dire, quitte à faire les clôtures, les faire une fois. Pas se dire qu'en fait tous les 10 ans il faut les refaire. Quand on est maraîcher, on se rend pas compte en fait que de passer en fait du jardinage au maraîchage. Le jardinage, on fait son jardin et en fait il y a très peu d'investissement. Moi je vois des gens qui font leurs semis dans des boîtes à œufs, etc. En fait tu peux vraiment faire avec quasiment zéro coût. Autant quand tu passes dans une question professionnelle, en fait ton temps de travail, c'est pas un temps de hobby que tu fais sur le côté où tu es content de faire ton potager, c'est ton temps de travail et qu'on disait on est content de pouvoir un moment rentrer chez nous, faire d'autres choses, aller à des spectacles d'humoristes. Genre moi ou... Bah ouais, tu vois. Sinon on sera en train de bosser. Non mais sympa. Mais C'est voilà. le prix de la tranquillité, de la durabilité. Mais ça veut dire que c'est des investissements. Nous, on est à 250 000 € d'investissement sur la ferme hors achat du terrain. Et c'est pas rien, quoi. Enfin, oui. C'est pareil, quand je te disais, on n'a pas choisi notre terrain. C'est clair que t'entends que nous, quand on va en Flandre ou aux Pays-Bas, là on était aux Pays-Bas ce week-end, et qu'on voit que c'est magnifiquement plat, on les envie parce qu'en fait c'est facile et il y a beaucoup moins de gestion des écoulements d'eau. La question des routes d'accès, en fait, elles peuvent être déjà faites. Nous, on a eu aussi des investissements liés à des terrassements, etc. que si tu avais un terrain plat, tu n'aurais pas. La clôture, c'est lié aussi au lieu. Et alors, si je peux me permettre, tu envies les Pays-Bas aujourd'hui en 2024. On en reparle dans 30 ans avec la montée des eaux. On verra si tu envies les Pays-Bas. Hein. Parce que là, on est à combien de mètres d'altitude? J'ai pas posé 250. cette question. Vous avez le temps de voir venir quand même. Ouais, on les verra se noyer avant. C'est vrai que je ne sais pas de la caméra de Nawal si on voit la magnifique vue que vous avez, mais c'est quand même assez sublime. Hein. Revenons-en un petit peu à ce verger. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout a été planté en même temps, le même jour, la même semaine, le même mois. Il y a des choses qui se portent moins bien que d'autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoute, là, tout a été planté le même jour, en effet. Le truc, c'est qu'on a dû replanter en 2 reprises donc des arbres qui sont morts. Puis 2018, on a des aléas climatiques vraiment... on va du tout ou rien au niveau de la pluie, du soleil, enfin bon, c'est compliqué. Donc c'est vrai que dans le verger haute tige, il y en avait 6 à remplacer. 6 sur 130. Donc ça reste raisonnable. Et encore, dans ceux qu'on a remplacés, c'était pas que des morts, il y a ceux qui végètent. Donc à un moment, un arbre, c'est vraiment un capital de production. On investit dessus et du coup, il faut faire le poids après 1, 2, 3 ans, s'il a un avenir ou pas. Il peut très bien avoir végété pour des raisons climatiques, pour des raisons, on ne trouve pas nécessairement la source, ou des ravageurs, hein. Ça peut être un excès de pucerons, des psylles. Là, cette année, c'est beaucoup de champignons et de bactéries. Vraiment beaucoup, avec l'humidité. Toutes les années ne se ressemblent pas, il y a quelques pertes. Mais grosso modo, ici, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors là, évidemment, les arbres, ils ont quel âge? On a dit 4 ans, 5 ans? C'est leur 5e saison. Donc, il faut imaginer, effectivement, ils sont assez espacés, 10-12 mètres, c'est ça? C'est 12 mètres en tous sens. Ouais, 12 mètres en tous sens. Il faut imaginer qu'après, ça, c'est des arbres qui vont faire quelle hauteur? Ça va dépendre des variétés, mais ça reste des petits arbres, hein. Ce sont des pommiers. Donc, quand on parle d'arbres, quand on voit un pommier par rapport à un chêne ou un tilleul, c'est quand même 4 fois moins haut. Ici, on va être sur 6 à 6-7 mètres de haut. Ouais, certains feront peut-être 8, mais c'est des petits arbres. Oui, ça quand même 6-7 mètres de haut, vu l'espacement, quand tout sera à cette hauteur-là, ce sera une forêt ici, je veux dire, il y aura de l'ombre de partout. Non, parce que si tu le vois, regarde ici, ils sont tous taillés ce qu'on appelle en axe central. Donc on laisse monter une tige autour de laquelle se structurent des branches. Et donc toutes les variétés ne sont pas égales. Il y en a qui vont plus s'étaler, d'autres qui vont plus monter, se structurer. Et donc avec un écartement comme ça laisse suffisamment de place à la qualité et quantité d'herbe produite, mais aussi à une possibilité de travaux mécaniques dedans. Ici, même avec des tracteurs agricoles classiques, ils pourront circuler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on aurait pu faire le choix ici de resserrer de 2 mètres, donc comme Cécile le disait, de quasiment 20%, ce qui nous aurait permis de monter de 130 à peut-être 150 ou 160 arbres. À l'époque, il y avait la réflexion de faire circuler un poulailler mobile. Et le modèle dont on avait évoqué, c'est un gros truc, quoi. Et là, on est sur la distance minimale qui lui permettait de circuler. Donc là, depuis, les plans ont été un peu changés. Mais... Même pour la fauche, tu vois, il y a le pâturage mouton, donc on les aperçoit au loin. Les moutons n'absorbent pas forcément toute la pousse de l'herbe. Et donc du coup, c'est la possibilité de pouvoir faire les foins. Et en fait, il y a quand même un passage machine. Là, ça passe très bien parce que les arbres sont encore jeunes. Il faut aussi que les machines puissent passer... Et à 12 mètres en tous sens, on est à 10 mètres 20 entre lignes. Donc ça veut dire que par rapport à la vitesse de travail des machines agricoles actuelles, on est sur une vitesse réduite, quasiment d'un tiers, même plus, et des machines beaucoup plus petites. Donc ici, on ne va pas venir avec des faneuses de 9 ou 10 mètres, sinon on va tout casser. Donc on doit travailler avec des machines plus petites, donc tous les agriculteurs n'en ont plus nécessairement, et à vitesse réduite. Et donc voilà, il faut trouver aussi les opérateurs pour faire ça, parce que c'est un investissement qui serait complètement déraisonnable ici pour la surface. Donc là, il faut s'associer, quoi. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait, en s'associant avec le berger. Qu'est-ce qui t'arrive, Seb?
Ah, j'ai perdu la larve de cire que je voulais te montrer, je suis dégoûté. C'est vrai? Non, j'ai trouvé une branche sur laquelle il y avait pas mal de problèmes et il y avait 2 espèces de cirfes. Et là, en t'attendant, désolé, elles ne t'ont pas attendu, elles sont parties. Donc là, il reste une larve de coccinelle, mais c'était pour montrer un petit peu voilà, Donc l'importance l'arbre de des... coccinelle, c'est... Là, ici, tu en as une, ça c'est une larve Ah, de et il y en coccinelle avait une autre asiatique. aussi. Oui, oui, il y en avait 4 ou 5. Donc ça, c'est assez classique, la larve de coccinelle. Mais... Mais elle est petite celle-ci, non? Ah en fait, elle se développe par mues successives. Donc là, elle n'en est pas à son dernier stade. Il lui reste encore un stade avant de se métamorphoser. Et là, c'est l'espèce, la coccinelle asiatique, donc Harmonia axyridis. Et il y a d'autres espèces. Celle-là, c'est une espèce invasive qui était introduite pour la lutte biologique. Mais il y a 2 autres espèces qu'on a vues tout à l'heure. Et la particularité sur cette branche, c'est qu'on pouvait apercevoir, avant qu'elle ne tombe, 2 espèces de cirphes. Ce qu'on appelle la mouche à miel, la diphtère qui vole sur place et qui pollinise. Mais les larves d'une partie des espèces mangent des pucerons, entre autres. Pas que les pucerons, elles mangent aussi des acariens, des psylles, enfin beaucoup de choses. Et donc ça fait vraiment le ménage au niveau des pucerons. Et là, on voit que c'est une branche qui se porte très très mal. Elle a été attaquée par du puceron cendré, qui a été liquidé par ce larve-là. Et puis de toute façon, lui, il continue son cycle sur d'autres espèces, le plantain. Et ici, du puceron laniger. Ah, c'est pas le même puceron. Ah non, des pucerons, il y en a plein. Ça, c'est le puceron avec laine de mouton. Tu vois, là, elle est en train d'essayer de boulotter un petit peu. Mais il y a du monde, là. Ah oui, là, elle a de quoi bouffer, là, c'est un flunch. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs espèces de ravageurs, plusieurs espèces d'auxiliaires. Donc ce sont ces bestioles qui vont nous aider. Et là, ça montre bien vraiment la richesse en biodiversité des alentours. Il y a une haie qui était bien pensée pour ça. Il y a la lisière, il y a beaucoup de choses. Mais il n'empêche qu'une année comme cette année, on a de l'humidité depuis juillet l'année dernière. Ah oui, juillet l'année dernière. On a juste octobre et mars où il n'a pas plu à peu près. Et là, on a en plus des ravageurs beaucoup de maladies, ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques. Donc des champignons et des bactéries qui viennent un petit peu foutre le désordre dans tout ça. Et on peut aller en voir un là que j'ai même décapité. Oh là là! Oui, mais il était mouru. Il l'a décapité carrément. Hein. Ouais, ni plus ni moins. Voilà. Nous, en Haute-Tige, la garantie qu'on veut donner aux consommateurs, c'est le fait qu'on garantit 0 traitement. Cette question de la lutte biologique, de repérer s'il y a des problèmes et éventuellement de les éliminer de manière un peu franche, c'est aussi une manière de pouvoir lutter sans produits. La plupart des polyphénols, des choses qui sont intéressantes, elles sont dans la peau. Si en fait la peau elle a reçu quantité de pesticides ou même en bio, du cuivre, du soufre, etc., on commence à voir apparaître chez certaines personnes des allergies au soufre. Les gens le découvrent souvent avec le vin, mais se rendent compte qu'en fait aussi en mangeant certains fruits qui ont reçu du soufre, souffrent de maux de tête. L'importance d'avoir des fruits non traités, c'est aussi ce mode de production qui le permet. Et sur un verger comme ça veut dire qu'on doit suivre le verger et se dire, voilà, après quelques années, on constate que telle ou telle variété qu'on pensait, qu'on présumait être bien en place ici, ça ne marche pas pour des raisons X ou Y. Et lors du changement, on peut justement travailler sur un changement de variété en regardant les espèces voisines et en se disant, tiens, celle-là, plutôt, elle marche vraiment bien. En plus, c'est une valeur sûre à commercialiser, on va plutôt renforcer celle-là. Donc, dans un verger très diversifié comme ici, il est certain qu'à terme, d'ici 10-15 ans, il y aura quelques arbres qui ont été remplacés, mais aussi qu'un changement variétal. Donc, jusqu'à présent, ça n'a pas été envisagé, parce que c'était le début. Mais s'il y a des prochains remplacements qui doivent survenir, ce sera une question à se poser. Faire le tour, qu'est-ce qui marche pas. Bien sûr. Et on s'adapte au terroir. Et là, ici, tu vois, tu as un arbre, il a pris cher. Hein, il avait bien démarré. Donc, c'est pas un arbre qu'on a remplacé cette année. Donc, il était déjà sur la part remplacée. C'est qu'il était beau. Je parle au passé, hein, désolé. Il y a eu des blessures puis des attaques de champignons. On a eu une attaque avec du chancre. Le chancre, c'est un champignon qui vraiment craint en pommier. Et ici, dans la zone ici du verger, on est sur une zone qui, dès qu'il pleut, on le sent encore un peu, c'est beaucoup plus humide en fait. Et en hiver, ici, on marchait, c'était la cata. Oui, voilà, c'est pas vraiment un hasard que lui soit mort parce que son voisin, je pense que lui, c'est la même variété et il va bien. Et là, on voit que le chancre a commencé à affaiblir l'arbre. Et puis, on a des champignons qui commencent à décomposer le bois. Donc ça, c'est d'autres espèces de champignons, ce qu'on appelle des champignons saproxyliques. Et puis, on a des communautés de bactéries qui s'installent. Alors là, je ne saurais pas identifier les bactéries. Il faut faire des mises en culture pour ça. Mais cette année, on a beaucoup plus de dégâts que d'habitude au niveau des champignons et des attaques bactériennes en fait, qui sont souvent des maladies de faiblesse. Donc l'arbre est en état de souffrance pour des raisons climatiques ou autres, hein, ça peut être des stress post-plantation. Et donc la météo n'aidant pas, il se fait défoncer. Ils se font défoncer. Et alors, ça veut dire que là, il s'est fait attaquer par le chancre. Directement, t'as coupé, tu l'as laissé se battre un peu? Non. Parfois, on procède à des curetages. Là, je n'aurais pas su te le montrer parce que c'était trop tard. En plus, on voit ici que le chancre avait attaqué au niveau du poids de greffe. Donc là, c'est vraiment une zone sensible. La partie ici au-dessus était morte. Ah ouais. Oui, ça va vite. D'autant plus qu'ici, il y a plusieurs espèces de champignons. Il y a le chancre, mais manifestement, il y a autre chose. Il y a aussi des bactériautres. Surtout que vous êtes passé il y a un mois avec le Antoine, donc ça veut dire que ça allait très vite. On ne tente pas de le cureter quand c'est sur le point de greffe. Ouais. Quand c'est ailleurs, oui. Ouais, non, un truc comme ça, il aurait vu.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre le chancre? Planter au bon endroit et avec les bonnes variétés, des bons porte-greffes. Donc ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ici, voilà, il a quand même tenu 2-3 ans. Ça vaudra peut-être la peine de le remplacer. La variété ici, la cabarette, est intéressante. Pour moi, elle a sa place dans ce verger ici. C'est quelque chose qui est très apprécié et qui peut se vendre tard en saison. C'est très bon. Donc ça vaudrait la peine de le retester une fois. Donc ici, l'arbre doit être enlevé sans trop traîner, comme ça ça reste propre. Et à l'hiver, on peut tenter de le replanter. Si ça ne marche pas 2 fois de suite avec un pommier, voilà, il faut faire abstraction de toute plantation ici. Voilà, il y aura un trou dans le verger, c'est pas très grave. Vous voulez aller au prunier pour égourmander? C'est les travaux de Alors saison. allons au prunier, surtout qu'apparemment c'est un arbre luxueux, la prune ici. Donc j'ai très envie de voir le luxe fruitier. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas passer un examen et nous on va te regarder. C'est vrai? Non, je déconne. On va aller voir déjà s'il y a quelque chose à faire parce que le verger a été bien entretenu. Ici, c'est une partie qui était affectée aux prunes. Et alors, il y a plusieurs variétés aussi pour étaler dans le temps, toujours ce lien avec le magasin. Donc, c'est assez intéressant. Mais là, on voit que toutes les variétés ne se valent pas. Donc, il y a des variétés qui se portent très bien. Là, il y a 2-3 lignes qui vont magnifiquement bien. Et puis là, sur le haut, on est sur des arbres qui végètent un petit peu plus. Maintenant, lors de la plantation, je me souviens qu'ici, c'était un peu plus caillouteux. Ça peut jouer avec les climats qu'on connaît. Donc il faudrait voir si c'est une question de variété ou une question de sol à cet endroit-là. Et le 2 tiers des arbres ici se portent bien. Et celui-ci là par exemple qui est tout chétif, qu'est-ce qui lui arrive? Ou alors celui-ci, oui, effectivement, oui. Parce qu'il est dans le même état l'autre en bas. Oui, c'est peut-être la même variété. Hein. Ok, oui, c'est un cognacier. Alors les cognaciers, c'est un truc qui est intéressant à produire chez nous. L'arrivée à maturité des fruits est parfois aléatoire. La difficulté, c'est vraiment les premières années, on a beaucoup d'affaiblissement dans les arbres. Et cette année, on a énormément de mortalité. Alors ici, le cognacier, c'est un peu un test. On le met en haute tige, mais c'est plutôt un arbre qui est arbustif. Donc on a voulu tester ici de le mettre dedans parce que c'est un fruit qui peut parfumer des jus ou faire des pâtes de fruits. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais on sait bien qu'en haute tige, déjà, c'est pas la forme qu'il préfère. Et après des très belles reprises, cette année, il prend très cher. Alors il y a des problèmes, à mon avis, de bupreste. Il doit y avoir des attaques de bupreste, un insecte. Et puis il y a des problèmes de champignons. Hein. Champignons, bactéries, c'est toujours la même chose. En gros, on va voir l'année prochaine s'il reprend mieux. Ah oui. Pour l'instant, il n'y a que wait and see. Là, il y a toujours des feuilles, il faut attendre. Ah non, un arbre peut se remettre d'un stress comme ça, mais si l'année prochaine, il y a d'autres stress qui viennent se cumuler à ceux de cette année, à un moment, l'arbre, il ne sait plus s'en remettre. Mais il avait fait des très belles pousses. C'est la première année où ça ne va pas, hein, ça va franchement pas. Et là, dans la ligne, là au bout, c'est aussi un cognacier, il est dans le même état. Là en bas, il y a un cognacier aussi. C'est pareil. Donc là, les cognaciers, après une très belle reprise, là, c'est un peu cata. Et mon examen, je le fais où du coup? Il n'y a plus de taf, on a trop bien bossé nous. Donc en gros, ce qu'on cherchait à te faire faire, tu as le porte-greffe et puis il y a la variété greffée. Le porte-greffe, lui, il a très envie de porter son arbre à lui. Et donc généralement, tu as en fait des rejets et des gourmands qui partent. Et ce qu'il faut, c'est les éliminer régulièrement pour favoriser la variété greffée. On a fait le travail en mai. En juin, il faut faire un 2e ou un 3e passage. Et il semblerait que comme on a travaillé sur des tout petits gourmands vraiment et qu'on a été précautionneux, en fait, on t'a déjà fait le travail. Moi, ça me va, hein. Eh bien écoutez les amis, si je n'ai pas à travailler, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde dans la vidéo et qu'on n'a pas abordé? Aujourd'hui, au niveau agricole, quand on fait ses courses, on est toujours confronté à des choix d'acheter un petit peu des produits de merde, mais à bas prix, etc., ou des produits de luxe. On veut du changement, etc. Dans une alternative de production, il y a des sujets qui reviennent fréquemment. On entend parler de la permaculture, on entend parler de beaucoup de trucs, on entend parler de biodynamie, enfin de trucs un petit peu ésotériques comme ça, enfin bon, soit. Et de forêt-jardin. Alors attention, à la base, le concept de forêt-jardin, moi je le trouve franchement très bien. Vraiment, à la base, le concept, il est plutôt vendeur, il est intéressant. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent se l'approprier, cette thématique, en se disant, moi les gars, je peux produire des fruits pour tout le monde, je peux être producteur de fruits, producteur de légumes, en mode forêt-jardin. Et ça, c'est difficilement compatible avec les aspects rationnels d'une production rentable, d'une efficacité dans son travail. Alors, par rapport au modèle actuel, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire autre chose, qu'on ne peut pas tester des choses. Mais la forêt-jardin, au sens où on l'entend pour le moment, elle est à réserver pour le passionné dans un jardin qui veut associer plein de choses, qui veut tester, qui est un amoureux des arbres, des arbustes, des fruits, un amoureux vraiment de la bonne bouffe aussi, et qui veut se faire plaisir en jardinant et en mangeant. Au niveau de transposer tout ce modèle-là à un contexte de production, c'est extrêmement compliqué et aléatoire. L'autre truc aussi au niveau de la forêt-jardin, c'est que la plupart des modèles qu'on nous vend, ce sont des modèles qui sont ancrés à un endroit donné, qui ont été faits sur un terroir donné, par une personne donnée. Et donc, on peut s'inspirer de ces modèles-là.
mais on ne peut pas décontextualiser les choses. Et donc on voit par exemple des tests de forêt-jardin en Grande-Bretagne ou en dessous de Grenoble, etc., avec toutes leurs particularités. Et puis il y a des Wallons, des Flamands qui arrivent. Moi j'ai vu ça, j'ai lu ce truc-là, j'ai vu telle vidéo YouTube, je veux le refaire chez moi parce que ça marche. Mais non, ça ne marche pas du tout évidemment, parce que le climat n'est pas le même, les contraintes ne sont pas les mêmes là-bas qu'ici. Et qui plus est, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on le fait pour soi, pour se faire plaisir, jardiner, manger, ou pour en vivre? Et là, jusqu'à preuve du contraire, sous nos latitudes, j'ai jamais vu un seul projet qui peut me dire non seulement je suis rentable, mais je suis tellement confortable que mon projet est reprenable par quelqu'un d'autre une fois que moi je vais me mettre à la pension. C'est un mythe, c'est un rêve. Et à un moment, rêver c'est bien, mais il faut se caler à la réalité en fait. Derrière, c'est des drames humains en fait. Moi, tu vois, tu parlais d'un sujet, pour moi, c'est la formation et l'installation. Enfin, c'est un sujet en soi, la question de la transmission aussi, de savoir notamment qui enseigne l'agriculture. Parce que nous, quand on est dans les champs, on n'est pas en train de transmettre. Alors, on essaye de libérer du temps le soir, on essaye de créer des cours, etc., pour que les gens qui enseignent, ce soit aussi les gens qui aient un pied dedans. Sans être dans la critique, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire un autre modèle où nous, on arrive à se libérer du temps pour pouvoir être dans la transmission, pour pouvoir correctement former des stagiaires quand ils passent. Alors, c'est peut-être une personne à la fois, peut-être pas suffisant, mais en fait, c'est de le faire bien, plutôt que juste d'utiliser les stagiaires pour de la main-d'œuvre de désherbage. Enfin, voilà. Ouais, ou des woofers, ce qui est encore pire parce que du coup, ça veut dire que les gens pensent que le modèle fonctionne alors qu'en fait, ça repose sur de la main-d'œuvre gratuite. Ces jeunes générations, on les forme à justement, on parlait de ne pas fonctionner avec de la recette, c'est-à-dire en fait, tu veux faire cette guilde-là dans ta forêt-jardin, donc ça va être ça, cette espèce-là, avec ce truc-là, etc., mais plutôt de penser raisonnement et de dire parce que j'ai ces conditions-là, la personne, elle avait cette recette-là parce qu'elle avait appliqué ces raisonnements, donc si je prends les raisonnements et que je change mon contexte, je sais raisonner. Et ça, je trouve que c'est ça qui va être essentiel pour avoir des installations qui ne se crachent pas. Et souvent, c'est des gens qui ont eu du mal dans un métier précédent. On a vu, c'est aussi des gens qui se relèvent de burn-out ou de déception ou de frustration dans des carrières avant et qui se relancent dans des projets agricoles et qui retombent une deuxième fois. Et la deuxième chute, elle peut faire, nous on le voit autour, ça peut faire très très mal. Ouais. Un truc qui est quand même perceptible, c'est qu'on est souvent dans ce genre de discours, forêt-jardin et autres, sur des actions en réaction aux excès finalement du système actuel. Et le problème, c'est que le système actuel, il nous a amené là où on est aujourd'hui, avec des problèmes au niveau des produits phyto, avec des excès au niveau de certaines fertilisations, pollution des eaux, santé humaine, etc. Le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher à jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des excellentes choses et heureusement que l'agriculture moderne est là. Il y a beaucoup de choses à garder et à continuer à améliorer. Il y a des choses à jeter. Mais se dire que parce qu'on est allé dans des excès et qu'il y a énormément de problèmes, on jette absolument tout et on reconstruit avec des bases qui ne sont scientifiquement pas validées, qui n'ont pas aucune fiabilité agronomique et surtout économique, c'est extrêmement dangereux. Il ne faut surtout jamais jeter tout le savoir qui est là. Faire le tri dans les bonnes et les mauvaises pratiques, oui, mais c'est un exercice extrêmement compliqué qui demande des compétences. Je ne prétends pas les avoir toutes. Mais on voit trop souvent, par réaction aux excès de la société aujourd'hui, le fantasme. Du rêve et du fantasme, oui, et ça, on va dans le mur, parce que tous ces rêves-là ne permettront certainement pas de nourrir l'humanité. Surtout dans un pays comme la Belgique, où on est extrêmement peuplé, 460 habitants au kilomètre carré, enfin, c'est du délire, quoi. Voilà, on ne peut pas, à un moment, il faut trouver les bons compromis. Et l'autre chose, c'est qu'en sursimplifiant, en fait, on crée deux mondes qui ne se parlent plus. Les agriculteurs conventionnels sont complètement regardés en fait de haut, marginalisés, alors qu'ils ont un savoir qui est extraordinaire et en fait une connaissance notamment de la plaine, de leur terre, de leur contexte pédoclimatique. Et les autres qui voudraient faire autrement sont considérés comme des huluberlus parce que de temps en temps, ils racontent des conneries énormes en termes agronomiques. Et donc, en fait, vous avez un schisme qui est en train de se créer. Et plutôt qu'essayer de travailler ensemble justement à plus de mesures pour arrêter certaines pratiques qui en fait tuent le vivant, on a aussi beaucoup vu de pyramides de Ponzi, des gens qui vont former des formateurs de formation qui en fait vont faire des lieux expérimentaux qui expérimentent mais qui en fait enseignent à d'autres un truc. Pour moi, il faut qu'on puisse continuer tous ensemble. Je trouve qu'il y a des super initiatives, notamment on le disait en province de Liège, où on essaye les maraîchers de ne pas se considérer comme des concurrents mais comme des réserves de savoir, d'entraide, voilà, s'il y en a un qui a plus de plan, etc., et de continuer à travailler ensemble parce que sinon on se tire dans la patte. Tu vois que cette discussion du forêt-jardin, elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, à partir de là, on parle vraiment d'une vision pour aller une vision de l'agriculture tournée vers l'avenir, vraiment résolument tournée vers l'avenir, où finalement on cherche à avoir des changements vraiment structurels au niveau du mode de production, des chaînes, des différentes chaînes d'approvisionnement et de commercialisation. Et ça passe surtout, et à mon avis avant tout, par un changement dans les pratiques de consommation. Si le consommateur n'est pas là à valider ces changements au moment de ses achats, on ne peut pas critiquer un système d'exister. Donc il faut que les deux changent de paire. Et donc finalement, voilà, cette discussion sur les forêts-jardins, elle amène d'autres réflexions qui sont pour moi vraiment, vraiment importantes au niveau d'une transition agricole qui doit être écologiquement acceptable, économiquement performante et durable. Et donc en juste mesure, par exemple là-dessus, on pourrait avoir la haie fruitière.
en se Bien disant, sûr. en fait, la forêt-jardin, bah voilà, système où il faut aller ramasser plic-ploc, c'est pas économique, etc. Et puis qui peut être trop dense et où il manque de luminosité. Et nous, sous nos latitudes, bah, un truc qu'on peut faire, c'est essayer d'étager sur une ligne bien exposée et d'avoir la haie fruitière. Et c'est ça que je trouve toujours intéressant, c'est pas de tout balancer dans la forêt-jardin en disant c'est de la merde, de dire, en fait, oui, il faut du bastige et produire comme des connards, c'est de prendre le chac et... non, mais et voilà, on pense... Enfin, C'est l'expérimentation Ouais. avant tout, hein. Donc quand même tenter ça, c'est pas de dire je vais faire mieux que les autres, Ouais. c'est vraiment se dire je vais tenter autre chose, réussira pas, je sais pas trop. ouais, mais tu as le risque économique derrière. Bien Quand sûr. tu fais une Bien expérience, sûr. c'est un risque économique. Et la Bien sûr. critique qui est souvent dite, c'est que les gens qui vont se faire des forêts-jardins ou des machins, c'est des gens qui, en fait, ils gagnent de l'argent avec ou ils en gagnent pas. C'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Et donc, du coup, en fait, bah, derrière, tu as aussi une question socio-économique des gens qui s'installent, qui est que, bah oui, si tu as les reins, en fait, d'avoir pu investir, d'acheter la terre, d'avoir acheté tes arbres, et que ça produise ou ça produise pas, tu t'en fiches, bah tant mieux pour toi, tu vois. Mais ne va pas enseigner ça à des gens pour qui, bah si en fait tu te casses la gueule économiquement, tu te casses la gueule de ton ménage, enfin voilà. C'est des drames sociaux, des drames Ouais. familiaux hein, derrière. Hein. On a un collègue qui a payé jusqu'à ses 50 ans les dettes de ses parents en agricole. Hein. Donc, Pour ouais. nuancer aussi un petit Mm. peu, il y a des gens comme Stéphane Sobkowiak qui Oui. font du De la haie jardin fruitière. forêt, de la haie fruitière. En jardin forêt, il y a le Bec et Loin, il y a Alors, également en Hollande, ils font pas mal ça. Sobkowiak, il a un modèle qui est intéressant. Le problème, c'est que ici, autour de nous, quand le citoyen lambda, donc celui qui n'est pas agronome, qui n'est pas technicien, qui ne connaît pas la vie du sol, qui ne connaît pas les cycles de culture, tout le chemin de transformation pour aller par exemple d'un champ de céréales au pain, et le pain pour le mettre dans le rayon, quand on ne connaît pas ça, alors on peut se permettre de rêver. Stéphane Sobkowiak, j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait. Le problème, c'est que les gens, quand ils voient ça, ils veulent en faire une recette de cuisine. Si ça marche chez lui, ça marche chez moi. Point. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas exactement ce qu'il a fait, mais la manière dont il l'a fait. Et là, on doit expérimenter ici et remettre en place des choses qui marchent ici. Mais celui qui prend et qui duplique le modèle de Stéphane ici, il va se casser lamentablement la gueule. Nous, on a du campagnol de crever. Lui, il est sur bâche. Enfin, je veux dire, en fait, déjà, c'est fini. Nous, nos arbres, ils sont finis. On n'a Ah pas oui. les mêmes ravageurs. Et il faut jamais oublier. Il a d'autres problèmes. Hein. Ouais. Et Stéphane Sobkowiak, il est 200 km au sud par rapport à nous en termes de Ouais. luminosité, etc. Voilà, c'est des questions de contexte. Et ça reste de la haie fruitière. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en Oui. ligne et tu n'es pas avec des trucs clic-cloc. Et le bec est loin. En fait, les chiffres qui sont tirés à l'heure sont équivalents à ceux de l'arboriculture, voire inférieurs. Pour moi, ça ne démontre pas en fait l'intérêt de ça. Et l'autre chose, ne jamais oublier, la forêt du bec et loin, elle est adossée à un maraîchage. Et en fait, s'ils arrivent à pouvoir écouler autant de menthes, de mélisse, d'estragon, qui en fait, si tu regardes, ce qui rapporte de l'argent, c'est la strate herbacée. Et dans une première partie de la forêt-jardin, c'est-à-dire en fait dans les premières années, au moment où la canopée n'est pas encore développée, donc en fait j'ai un rayonnement au sol qui est possible, à ce moment-là, effectivement, et faire vivre d'aromates et d'oseille, ou alors c'est ce que je disais, tu fournis des moritos en quantité, mais ça veut dire que tu as un modèle de commercialisation qui est quand même adapté pour pouvoir vendre de la rogna ou de la camerise. Voilà, nous on plante de la camerise, hein, mais en ligne, de telle manière que ça soit mécanisable la récolte. Mais l'école sera mécanisée parce que Ouais, voilà. il suffit d'avoir fait une fois sur 10 plants Ouais, pour se c'est rendre ça. compte qu'on n'a qu'à deux. Ouais, c'est ça. Non, mais Moi, j'ai récolté de l'argousier au bec et loin. Enfin, je veux dire, c'est 1 kilo à l'heure. Enfin, je veux dire, en fait, si tu dois amortir en fait la main d'œuvre, tes charges, etc., tu t'en sors pas, quoi. Il faut savoir, hein, l'argousier, la manière dont c'est fait de manière conventionnelle, ils prennent un rang sur deux. En fait, pour récolter, ils taillent l'arbre. Il y a des friseurs qui sont en fait dans le champ, ils surgèlent directement les argousses, ils secouent le truc et donc du coup en fait ça récolte et en fait vous avez de l'argousse congelée et c'est comme ça que en fait on est à un prix de vente qui est acceptable pour le Ouais. consommateur. Donc la forêt jardin, penser que tu vas aller récolter tes petites argousses dans un truc épineux et en fait en vivre, non. Si tu as envie de faire tes confitures et que c'est ton plaisir d'y aller, go. Et c'est un super effectivement Ah oui, oui. un truc vivrier incroyable pour Tout à ça et puis d'avoir remis au goût du jour ces variétés étonnantes. Mais avant de vendre de la confiture d'argousse à tire-larigot, en mode forêt voilà. jardin. un peu. Ouais. Donc voilà, c'est à nuancer. Et du coup, toi, Max, tu as eu le temps de réfléchir à un sujet pendant qu'ils se bagarraient tous les deux bah, Que dire après, après ces deux pointures si ce n'est que voilà, ce genre de propos, ce genre de réflexion avec toute leur connaissance à ces deux-là, ça peut montrer à quelle pointure vous avez devant vous. Mais je n'ai malheureusement rien à rajouter de plus. Ok, alors si tu n'as rien à rajouter, est-ce que l'un l'une l'autre, vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le monde agricole? La formation et l'humilité. Accepter qu'on ne maîtrise pas tout, accepter qu'il faut effectivement compiler toutes les infos pour s'adapter à son propre milieu, à sa propre commercialisation, à sa propre façon de vivre. Ouais, je dirais la formation et accepter les aléas, quoi. Je serais hyper concis, mais en fait c'est exactement la même chose que lui. Moi s'il y a un conseil que je peux donner, c'est surtout si on veut se lancer dans le secteur laitier par exemple, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens, aller traire des chèvres ou des vaches, faire du fromage, ça fait rêver. Non.
Non, t'es sûr? Oh, allez. Si, non, peut-être des- non, mais mais ça c'est fait vrai qu'on rire. entend souvent les gens disent ah, je vais tout quitter pour élever des Ouais. chèvres dans le Larzac. Bah oui, c'est Ça, soit on ça, soit le l'entend. maraîchage. C'est juste que souvent. moi, ça ne me fait pas rêver du tout. Non, mais ça fait rêver une partie et c'est tout à fait légitime et c'est vraiment un métier formidable et courageux de se lancer là-dedans. Et si je peux leur recommander un truc, c'est pendant au moins 6 mois, 1 an, d'aller les accompagner, savoir ce que c'est, échouer sur certaines cultures pour des raisons climatiques, prendre les risques financiers, se lever à 2 h du matin et à 4 h du matin et à 6 h du matin et ça toutes les nuits pendant 3 semaines parce qu'il y a des villages qui n'arrivent pas aux problématiques. Aller nager pour sauver des veaux de la Quand il y a une noyade. inondation. Parce qu'il y a des inondations. Tirer des veaux qui sont mal mis, échouer, voir un veau crever, avoir une bête morte devant soi, devoir traire, devoir son tank aller déclasser parce qu'il y a un problème, ceci, cela. Ça, il faut l'avoir vécu une fois pour se rendre compte de la complexité de ces métiers-là. Et souvent, les gens qui viennent nous voir dans différentes structures de formation ou simplement dans les écoles d'agronomie, heureusement, on les force à faire des stages. Mais quand on sort du schéma de formation classique, ce passage-là, il n'est pas obligatoire ou il est un petit peu arrangé. Et ça, c'est un vrai problème pour moi. Donc ça rejoint le truc partage de connaissances et formation. Évidemment, c'est fondamental. Et enfin, Cécile, le mot de la fin. Je te rejoins sur la question de l'humilité. Moi, ça fait 7 ans que je fais du maraîchage et j'ai seulement l'impression de commencer à toucher le sujet. Il y a vraiment un truc de se dire, ça prend du temps, il n'y a pas de secret. Moi, un des trucs qui m'a vraiment formé, c'est d'aller travailler en tant que salarié parce que quand tu vas travailler chez quelqu'un, pas le woofing, c'est bien. Le stage, c'est bien, mais on n'attend pas forcément de toi une cadence pour payer ton salaire. Et la différence pour moi entre, je parle souvent du jardinage et du maraîchage, c'est vraiment cette notion de cadence, d'engagement. Et où en fait, quand tu vas faire du jardinage ou que tu as tes chèvres naines dans ton jardin, c'est pour te faire plaisir, c'est pour te faire du bien. Il y a quelque chose, c'est d'avoir cette honnêteté, c'est d'aller travailler et d'avoir cette honnêteté vis-à-vis de toi-même. J'ai des souvenirs de paroles de stagiaires qui me disent, en fait, éplucher des poireaux et faire des bottes de poireaux pendant 4 heures, ça m'emmerde et je peux pas aller faire autre chose. Et je lui dis, si en fait, ça t'aimes pas faire ça, c'est que t'aimes pas le métier. Il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses un potager, il faut que tu te mettes à 4/5e, que tu diminues et tu mettes les mains dans la terre si c'est ça que tu as envie de faire. Le métier, c'est de la répétition, c'est effectivement des émotions négatives et c'est aussi de la cadence, de l'engagement physique. Et je trouve que quand tu vas bosser chez un patron, et pas forcément aller bosser chez justement des gens qui ont le même... moi, un des maraîchers chez qui je l'ai le plus appris, c'est pas quelqu'un qui était sur du bio intensif sur 2000 m², c'est quelqu'un qui était sur 2,5 hectares en mécanisé et qui était ultra pointu sur sa connaissance légumes. Et voilà, cette notion de cadence, etc., qui était bien installée aussi d'aller chez les gens. C'est bien de voir des projets qui démarrent, mais vous n'avez pas forcément le retour d'expérience sur les conneries. Moi, ce que je disais aussi sur des stagiaires, quand vous faites des stages, n'allez pas 2 semaines chez quelqu'un. Allez 2 jours par semaine pendant longtemps. Je prends souvent l'exemple des gens qui sont venus chez nous et qui ont vu, on avait fait un super système de tutorage de poivrons avec un filet à ramer de type haricots horizontaux avec 2 niveaux. Je m'étais dit, c'est génial. Sauf que nous, on bosse pas sur bâche. Et en fait, aller désherber sous ces trucs-là, c'est l'enfer. Donc la personne qui est venue en stage, au moment où je les installe, elle se dit, cette fille, elle a une idée de folie. Elle repart avec, elle trouve ça incroyable. Mais elle n'a pas en fait le backlash qu'on a eu 2 mois après et en fait l'apprentissage. Et donc l'apprentissage se fait forcément sur le temps long. Aller visiter effectivement des fermes. Nous, on a des structures de formation qui, en fait, il y a quasiment 2 visites de ferme par semaine. Ça permet de voir en fait des modèles d'installation. Mais je trouve que travailler à la cadence, c'est-à-dire faire de la saison ou ce genre de choses qui peuvent vous paraître pas intéressants parce que répétitifs, pour moi, ça vous confronte en fait à la réalité, pas à la partie créative, intellectuelle. Effectivement, on parle de plein de trucs, du plan de culture, de tout ce à quoi on a réfléchi, mais le quotidien, c'est aussi charger du légume dans la camionnette, nettoyer des bacs. En fait, si ça vous plaît pas, en fait, c'est que voilà, c'est peut-être un hobby qu'il faut faire. Et cette honnêteté vis-à-vis de soi-même, elle est importante parce qu'elle évite d'aller se mettre en difficulté. Enfin voilà. Ouais. On est raccord, c'est bien. Hein. Ah ouais, là pour le coup, c'est d'une même voix. J'ai l'impression qu'il y a un vrai groupe belge solidaire ici. Hein. Moi j'ai appris plein de trucs moi. J'ai tout noté. Et ben, ça tombe bien, si tu as fait des erreurs, ce sera là, sur YouTube. On peut dire au revoir aux gens. Salut les gens, merci d'avoir regardé la vidéo.